Vas-tu? Ah, excusez. Ben bien, j'attendais le hockey, mais c'était fait. Donc, bienvenue à cette 5e séance de la Commission de la culture, loisirs, sport et plein air. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Bienvenue à vous tous. Adoption de l'avis de convocation, ça va à tout le monde. Tout le monde est là. Il manque Guillaume, conflit d'horaire, il ne pouvait pas être présent. Sinon, je vous présente les personnes ici. Il y a à ma droite Mme Anne-Jannick Lépine, division de la culture. Ensuite de ça, nous avons Joanie Belle-Rose, membre de la commission élue. Par l'arrière, nous avons Prisca Gilbert, conseillère, coordonnatrice au soutien aux élus. Et à gauche, Andréane Ferland. Donc, j'ai tout le temps la misère avec ton titre, Andréane. C'est conseillère en loisirs, division loisirs et vie communautaire. Désolée, je vais finir par l'avoir. Nicolas Vanas, chef de la division des sports. Catherine Boileau, élue, conseillère sur le comité également. Notre directeur Jean-Yves de la Rougerie. Nous avons aussi la présence aujourd'hui de Cyrielle Fleury, conseillère principale à la direction générale, et notre secrétaire à la direction du SSCVC, Josiane Caron-Côté. Et en ligne, nous avons notre collègue Annie Godbout et nous aurons plusieurs invités là, aujourd'hui tout au long de la rencontre. Donc, bienvenue à tous. Comme vous savez, la commission a un mandat de fournir au comité exécutif et au conseil municipal des recommandations. Donc, on est informatif, consultatif. Les gens dans la salle ne peuvent pas parler, mais vous pourrez là, m'écrire par la suite si vous avez des commentaires ou à vos conseillers de district qui se feront plaisir de vous répondre et de me transmettre l'information si ça a un impact, si ça a un lien avec la commission. Sur ce, nous y allons avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que ça va avec vous tous? J'aurais un point à ajouter au variant. Oui, La communication dans les commissions, ça sera très court. parfait. Communication dans les commissions. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter? Non, c'est tout. Parfait. Est-ce que c'est adopté avec la modification? Vous êtes d'accord? Oui. C'est tout. Donc, lecture et dépôt du procès verbal numéro 4 du 7 octobre. Est-ce que ça vous convenait? Oui. Oui. Parfait. Dossier relatif à la culture. Donc, notre premier dossier, c'est le projet de concours d'acquisition d'une œuvre d'art public pour le centre récréatif de Rock Forest. Il y aura une introduction faite par Anne-Jannick Lépine et nous avons Nathalie Fortin en ligne avec nous là, qui nous fera la présentation. Non, merci, Madame la Présidente. Si vous permettez, je vais demander à mon collègue, M. Nicolas Vanas, justement de faire la mise en contexte en rapport au financement de la future œuvre d'art, d'où provient le financement et dans quelles circonstances il a été attribué là, à une œuvre publique. Dans le fond, avec la avec la refonte du projet du Centre Juminique avec la subvention pour les Jeux du Québec, un montant était prévu pour l'œuvre d'art qui était située à l'édifice Expo Sherbrooke. En déplaçant le projet puis en intégrant un nouveau projet au Centre récréatif de Rock Forest, on se doit de respecter cette loi-là, en fait. Puis, on se doit donc d'intégrer une œuvre d'art à ce projet de rénovation-là. Donc, les budgets devront être pris à l'intérieur de l'enveloppe prévue pour la rénovation, enveloppe qui était estimée là, lors du dépôt du projet à 6,1 millions, dont 5 millions provenaient de la subvention dans le cadre du programme des infrastructures des Jeux du Québec. Alors voilà, merci. Donc, à partir du budget maintenant qui serait attribué à une œuvre d'art publique qui serait annexée au bâtiment dont parle M. Vanas, il faut juste préciser que je vais laisser la parole très bientôt à ma collègue Nathalie Fortin, qui est la gestionnaire de collection à la ville de Sherbrooke. Mais on précise que ce type d'œuvre d'art n'est pas assujetti au programme de 1 du ministère de la Culture et de Communication, tout simplement parce que le budget attribué au bâtiment n'est pas à des fins d'agrandissement, mais à des fins de consolidation et de
réparation. Alors donc, c'est un projet d'œuvre d'art qui sera encadré par le programme d'art public de la ville de Sherbrooke, dont pilote ma collègue Nathalie Fortin et à qui je redonne la parole pour qu'il nous explique le contexte de faisabilité d'une œuvre d'art public au bâtiment adjacent à celui que M. Vanas a nommé. À vous, Madame Fortin. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Bonjour, Nathalie. Parfait. Alors, oui, alors effectivement, il y a eu, suite à la résolution du conseil municipal, dont malheureusement, je n'ai pas la date là, avec moi. Là, je m'excuserai d'ailleurs de ne pas être avec vous. Là, je suis à l'extérieur de la ville et j'ai peut-être même le nom que vous voyez en bas de l'écran, ce n'est pas mon nom. J'ai squatté un ordinateur et la session aussi d'une collègue pour être capable d'être avec vous. Alors, je m'en excuse un petit peu de la confusion. Donc, tout ça pour dire que le conseil municipal avait finalement demandé qu'en lien avec les Jeux du Québec et justement les travaux de rénovation qu'il allait avoir sur le bâtiment du centre de Rock-Forest, centre récréatif, qu'il y ait une œuvre qui soit intégrée une œuvre en lien avec les Jeux du Québec soit créée. Par le fait même, effectivement, comme Mme Lépine le dit, la Ville de Sherbrooke acquiert des œuvres d'art public. On a un budget annuel là, pour procéder à des acquisitions. Le budget qui est disponible annuellement, c'est 75 000 $. Bon. Dans la plupart des cas, ce qu'on fait, c'est s'il y a des rénovations, c'est-à-dire des nouvelles constructions ou bien l'aménagement d'une nouvelle place publique, bref, on essaie toujours de faire coïncider l'acquisition d'une œuvre avec un aménagement particulier sur le territoire. Dans ce cas-ci, l'œuvre d'art doit aussi être pensée en fonction du lieu qui était nommé, le centre récréatif. Et dans tous les cas, quand on veut intégrer une œuvre d'art public, on procède par concours auprès des artistes professionnels de la région de l'Estrie généralement. Mais dans tous les cas, le programme de concours est une réflexion. Il est rédigé en fonction d'objectifs et de faits, de caractéristiques physiques liées au lieu d'accueil. Chaque œuvre d'art se dit in situ, est liée à l'environnement. Ça va de soi qu'on réfléchit l'œuvre en fonction et le programme en fonction du lieu. Donc, je me permets de vous partager un petit PowerPoint. Attendez-moi une petite seconde. Oh là là, je suis désolée. Est-ce que ça va marcher? Je veux que ça marche. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui? OK. Donc, est-ce que tu peux le mettre en plein écran, par contre? Oui, c'est ça que j'essaye de faire. Attendez-moi une petite seconde. Et là. Pourquoi c'est pas en plein écran? Oh mon Dieu, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Vas-y comme ça. C'était juste une question si ça aurait pu. Ça va aller, Nathalie. Tu peux Je suis désolée, vraiment. Continuer. OK, je continue. Donc, essentiellement, comme je le disais, l'intégration d'une œuvre d'art à l'environnement, on l'a dit, ce n'est pas une œuvre de 1 %, c'est une œuvre qui doit être pensée en fonction d'un budget ville dont la ville, finalement, est maître un peu là, du programme qui va découler pour le concours. Quand c'est une œuvre de 1 %, donc le programme du MCC, le programme est vraiment fait par le ministère. Là, dans notre cas, c'est conçu par la Division de la culture et les différents services. Et bon, je viendrai tout à l'heure, mais c'est vraiment à l'interne que ça se fait. Juste pour rappeler que le lieu dont il est question, quand on pense à un programme, bien évidemment, la Division de la culture, moi, mes collègues, on est allés sur le site, on a essayé de voir les caractéristiques du site. J'étais déjà allée, mais je ne l'avais jamais visité dans l'optique de le penser pour intégrer une œuvre. Il faut
je vous mets tout de suite d'emblée, vous l'avez sûrement tous déjà vu aussi, mais l'extérieur du bâtiment, c'est beaucoup d'espace de stationnement en vue de répondre aux besoins carrément des utilisateurs, des sportifs. Et la façade, donc avec des bouches d'aération, pas d'ouverture comme telle de fenêtre. Et la porte que vous voyez à l'image d'en dessous, ben, c'est la porte principale, l'accueil principal, là. Donc, quand on se rend sur place, ça nous permet de nous rendre compte de ça à l'extérieur. Puis, quand on entre, je vous ai mis une flèche, là, je ne sais pas si c'est trop petit, là, je suis désolée, mais la zone d'accueil dans le bâtiment, ça correspond à 430 pieds carrés. C'est essentiellement une zone où les sportifs, parfois s'il y a des compétitions, par exemple, bien, il va y avoir beaucoup de gens regroupés en même temps dans une petite superficie quand même, là. Et puis, moi, quand je suis allée, j'ai rencontré le directeur du centre récréatif. Donc, on a fait un peu le tour ensemble et il m'a expliqué un peu comment ça se passe, quelles sont les zones neutres, on va dire, là, pas les arénas, pas les lieux de tennis, tout ça, les zones d'accueil générales, quels sont les espaces, quelles sont les utilités, leurs besoins absolument, là. Donc, on a vraiment fait le tour ensemble, puis on a constaté que l'accueil, comme que je vous ai montré, là, de 400 pieds carrés, 430 pieds, bien, ça comprend essentiellement, quand on arrive, c'est un mur. Le mur que vous voyez là, en fait, je m'excuse, là, c'est en quelques photos, mais c'est parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment de recul là, pour prendre même un plein pied. Donc, c'est un mur qui sert essentiellement, vous le voyez là, à faire des annonces ou il y a une vitrine aussi un peu pour souligner des faits, des historiques ou des prix, des choses comme ça. Puis il y a des écrans de télé, puis tout ça. Puis il y a un pan de mur en oblique, là, qui est la troisième image sur le côté, là, qui est vide, si on veut. Donc, ça, c'est le visuel qu'on a quand on arrive dans ce petit espace. Donc, quand on construit un programme de concours pour une œuvre d'art public, comme je le disais tout à l'heure, c'est différentes personnes qui sont impliquées d'un projet à l'autre, ça peut varier. Il y a toujours des gens de la culture, des gens des bâtiments, dépendamment où on fait l'œuvre. Dans ce cas-ci, ça serait intéressant. Il y a toujours des gens, soit de l'arrondissement, par exemple, ou des gens, ça dépend, mais il y a toujours un comité, finalement, de réflexion sur qu'est-ce qui serait possible, pertinent et réaliste de faire. Alors là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des réflexions préliminaires qui mèneraient à la suite là, à la formation d'un tel comité de programme, vous comprenez? Mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas une immense possibilité d'intégration d'œuvres d'art dans ce lieu a priori. Parce que, justement, à l'extérieur, excusez-moi, voyons, je vais-tu l'avoir? C'est des stationnements, c'est du béton et il n'y a pas une très grande, une zone d'accès où on pourrait vraiment mettre une œuvre facilement en valeur, là, une œuvre majestueuse, là. Par contre, à l'intérieur, le mur permettrait potentiellement une intégration d'une œuvre qui serait plutôt bidimensionnelle. J'ai mis des exemples de types d'œuvres qui sont possibles quand on parle d'œuvres avec peu de relief. Là. Par exemple, des photographies qui peuvent être dans des caissons lumineux. Lumineux, par exemple. J'aurais dû me prendre un petit peu d'eau. Là, c'est des œuvres publiques, d'art public à différents endroits, là, Laval, tout ça. Mais la photographie peut être évidemment intéressante ou alors des panneaux, il y a toutes sortes de moyens maintenant. Là. Ici, on a technique mixte, donc un boîtier d'aluminium avec la lumière qui peut faire des jeux de lumière. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de réflexions qui peuvent être produites et les artistes sont les meilleurs, finalement, pour nous proposer des choses qui sont intéressantes, même si c'est à l'intérieur, même si c'est sur une surface peu volumineuse, parce que, comme on l'a dit, l'espace d'accueil dans le bâtiment, il est souvent bondé. On ne veut pas quelque chose qui serait
soit encombrant ou qui permet que les gens s'accrocheraient dedans ou qui mettraient l'œuvre même aussi en péril, là, d'une certaine façon. Donc, ou alors, il y a aussi les œuvres de ce type. Ici, on a une murale mosaïque, acier, combinaison un peu des collages. C'est une nouvelle œuvre qui a été intégrée à Verdun cette année. Donc, tu sais, il y a plusieurs options de visuels qui pourraient être intéressants et tout en soulignant en lien, en fait, avec les objectifs, les valeurs des Jeux du Québec, mais en prenant en considération de façon réaliste le lieu. Donc, ce serait un peu ma conclusion, là. Oui, c'est possible d'intégrer une œuvre si on modifie le mur d'accueil. Là, le directeur était d'accord, ouvert à l'idée qu'on puisse prendre, lui a besoin d'une certaine place pour diffuser ses informations, tout ça, mais il était d'accord à ce qu'on fasse des aménagements là, à l'accueil. Alors, il pourrait y avoir un programme de concours qui serait en lien avec les Jeux du Québec, mais comme je le disais, aussi en personne, c'est-à-dire qui serait cohérent avec l'utilisation des lieux. Puis éventuellement, si le lieu change, se fait réaménager, si le centre est carrément reconstruit, on pourrait potentiellement redéplacer, réinstaller une œuvre de ce type-là dans un autre, l'enlever, la remettre, ça se pourrait, là. Ce serait pas impossible. Alors, ça serait vers ça qu'on pourrait aller pour répondre à la requête là, du conseil municipal, du moins selon mon avis. Merci, Nathalie. Commentaires, mes collègues, ou questions? Oui? OK, je vais finir, moi. Vas-y. Merci pour la présentation. Je me demandais, ça serait quoi l'implication de la population dans les appels, le concours, là? Est-ce qu'il y a moyen de venir mobiliser les gens pour un peu mousser le projet? C'est comme il y a beaucoup d'utilisateurs aussi, là, s'il y a une façon de les faire contribuer au choix de l'œuvre. Puis, je repensais aussi parce que la dernière commission, on a parlé de notre comité là, d'art visuel. Est-ce qu'il y aurait un rôle à jouer par rapport à l'œuvre choisie? C'était mes deux questions. Merci. Alors, si je peux me répondre, ça va répondre un peu à vos deux questions en même temps. C'est sûr qu'il y a différentes phases dans les concours comme ça. Ça se veut démocratique. C'est pour ça qu'on procède par concours et non qu'on ne confie pas directement une commande dirigée. Alors, comment ça se produit? C'est qu'on réfléchit un programme ensemble à l'interne, si on veut, en tête ville et arrondissement ou tout ça. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a un appel de dossier, des artistes qui proposent des dossiers. Et ensuite, il y a un jury, évidemment. Sur ce jury-là, il y a nécessairement des élus, il y a nécessairement des usagers aussi, des gens par exemple, des utilisateurs, là, dans ce cas-ci du centre récréatif, où à chaque fois, c'est à se questionner qui va représenter les usagers. Là, et il y a évidemment d'autres services municipaux qui peuvent être impliqués. Il y a aussi un artiste professionnel, un spécialiste en art public ou restauration, par exemple, qui va siéger là. Mais les gens, c'est sûr que ceux qui choisissent, qui vont choisir vraiment le finaliste parmi les trois, disons, bien, c'est ce jury-là. Le jury choisit les finalistes, puis se rencontre ensuite pour choisir les finalistes et ensuite se rencontrent une autre fois pour choisir le gagnant ou la gagnante qui va faire l'œuvre. Et ce qui arrive, c'est que la participation citoyenne, elle passe par le biais du jury essentiellement. Là. Du moins, c'est la formule qu'on adopte depuis des années selon la politique d'action qu'on avait. À la ville et qui est assez calqué sur ce qui se passe, je dirais, au ministère de la Culture aussi. C'est un peu la façon pour assurer une certaine parce que ce qu'on veut, c'est ça rentre dans la collection d'œuvres d'art. Fait qu'on veut des œuvres d'art faites par des artistes professionnels et qui vont être aussi choisies et jugées par des gens qui sont aptes à assurer la pérennité des œuvres. T'sais, on ne veut pas que ça soit choisi puis que finalement, l'œuvre, mais elle n'est pas pérenne pour telle raison. Alors, il y a tous ces questionnements-là un petit peu. Et pour ce qui est des comités, le comité d'experts, c'est la première place après que le jury se soit positionné. On présente au comité d'experts pour recommandation. Avant, ça s'appelait, on avait une commission des arts visuels. Bon, mais là, ce comité d'experts-là va être un peu la première place
de validation ville. Puis cette recommandation d'experts-là va vous être amenée ensuite. Je ne sais pas si je suis claire, là. Il y a plusieurs étapes, là, si on veut, là, avant d'arriver à une réalisation d'œuvre. Puis après, bien évidemment, il y a le conseil municipal, évidemment. Catherine? C'est pour la présentation. Je pense qu'une œuvre d'art dans le centre, ça va juste agrémenter le lieu, le rendre un peu plus vivant, le plus beau aussi, là. J'avais juste une question de précision parce qu'au début, M. Vanas, vous aviez dit que l'œuvre était payée à même le fonds de rénovation, puis après ça, vous aviez dit que c'était un fonds séparé. Fait que je voulais juste savoir si on amputait le fonds de rénovation du bâtiment ou si c'était vraiment un fonds séparé. Juste une précision. Je Séparé? peux répondre ou c'est M. Vanas qui veut répondre? Je vais répondre. C'est effectivement séparé. Là. Je me suis trompé dans mon allocution. Je voulais juste être certaine. C'est bon. Merci. Avant de passer la parole à ma collègue, je veux juste quelques petits commentaires. Vous avez dit qu'il fallait que ça soit principalement dans l'entrée, mais pourquoi que ça ne pourrait pas être à même l'intérieur de l'aréna, mettons? La section aréna, là, de la patinoire, où il y a un grand mur. Qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas être spécifiquement ou la patinoire, ou le tennis, ou le racquetball, on oublie ça parce qu'éventuellement, il y aura des travaux, mais qu'est-ce qui fait que ça ne pourrait pas être là? Ensuite de ça, est-ce qu'on peut nous dire que, est-ce qu'on peut dire qu'on aimerait ça que dans les critères, exemple, moi, je dis, j'aimerais ça que ça soit, que c'est une œuvre artistique, oui, mais pas naïf. Dans le sens que il y a beaucoup de jeunes qui vont là, puis j'aimerais ça qu'ils soient capables de reconnaître qu'est-ce que l'œuvre d'art peut signifier. On a vu une œuvre d'art parfois sur des écoles ou des trucs comme ça, puis qu'on se demande encore après plusieurs années à quoi ça ressemble. Fait que, est-ce que c'est des critères qu'en tant qu'à la commission, on peut dire, pouvez-vous suggérer, quand le comité sera sur place, qu'il y ait ce souci-là, que les jeunes puissent se reconnaître, que ça ait un lien avec les Jeux du Québec, donc des trucs sportifs, évidemment, dans un milieu sportif. Fait que, donc, un milieu sportif, c'est-tu quelque chose ou c'est vraiment à partir du comité? Du comité? Je m'excuse, ça l'a coupé un petit peu, mais j'ai compris l'essentiel de ce que vous avez dit, je pense, là. Alors, deux choses. On pourrait toujours penser une œuvre pour un aréna ou pour un autre lieu. Par contre, si on veut que ce soit une œuvre qui représente, je veux dire, elle est intégrée dans le cadre des Jeux du Québec, mais elle veut s'adresser aux utilisateurs du centre récréatif. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va être à l'aréna non plus. Il y en a qui y vont pour d'autres raisons. Il y a aussi des enjeux d'entretien puis de conservation. Un aréna, le climat, ça dépend de l'œuvre, là, mais c'est pas dit que le froid soit adéquat à n'importe quoi, là. Là, c'est parce que je suis un petit peu dans le flou parce qu'on ne sait pas quel médium va être exploité. Mais c'est sûr que moi, je pense à une pérennité, puis à la facilité d'entretien des œuvres et à leur conservation, puis à leur plus grande visibilité. Le lieu qui va être le plus rassembleur, ou si on veut, qui va, peu importe la discipline artistique, sportive, qui va être pour laquelle les gens y vont. Mais moi, je me suis demandé où est-ce que l'œuvre va avoir le plus de visibilité. Alors, j'ai pas pensé à une discipline aux dépens d'une autre, voyez-vous. J'ai pensé du moins que le conseil et la population serait gagnante de tout le monde puisse l'avoir. En tout cas, c'est comme un petit peu dans ce sens-là, la plus grande démocratisation possible. C'est sûr qu'on peut penser une œuvre pour un aréna, mais à ce moment-là, les critères vont être bien différents que, justement, on va exclure plusieurs médiums, on va exclure à cause des conditions climatiques. Donc, c'est un peu, ma réponse, là, pour le moment, ce que je peux vous dire, ça serait ça, pourquoi ma recommandation n'a pas été vers un aréna, par exemple. Maintenant, dans un autre temps, vous me disiez, c'est là que ça a coupé. Pouvez-vous juste me rappeler un petit peu le deuxième? Je me demandais si on pouvait soumettre oui. des
des critères, si on veut, là, dire, ben, on veut que ça soit compris par aussi la Oui. jeunesse qui fréquente beaucoup l'aréna. Donc, quand c'est des arts très naïfs, des choses comme ça peut être super beau, mais que ça va dire absolument rien aux jeunes qui fréquentent l'aréna, là. Ben, je comprends vers quoi vous voulez aller. A priori, moi, quand on fait un programme, c'est sûr qu'on peut donner des orientations, des thématiques, mais on n'est jamais non plus dans le stylistique ou dans la. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on veut donner une marge de manœuvre aux artistes, puis qu'il y ait ben, c'est des artistes, alors on veut leur laisser toute la liberté de nous proposer des œuvres qui les ont inspirés eux. C'est sûr qu'on ne va pas leur dicter a priori un style, une façon de faire, sinon là, on entre vraiment dans la commande, puis c'est pas exactement notre avenue. Puis je vous dirais même que peut-être que c'est une impression que les jeunes ne vont pas se sentir autant interpellés par une œuvre qui serait à caractère plus abstrait, par exemple, mais pour avoir enseigné, pour avoir fait des visites dans les musées énormément, on va avoir des interprétations fabuleuses de la part de beaucoup de jeunes sur des œuvres qui ont un caractère qui laisse plus place à l'imagination aussi. L'art, c'est ça aussi, c'est laisser une place à l'interprétation. Ce n'est pas nécessairement figuratif. Je comprends ce que vous voulez dire. On peut dire ce qu'on veut dans notre programme, là. Si le conseil nous dit, écoutez, moi, je veux que vous disiez ça, bien, écoutez, on va le faire. Mais la recommandation en comité de programme, c'est sûr que ce sur quoi on va se baser, c'est plutôt sur des orientations de thèmes, de valeurs, d'historique du lieu. On veut que ça soit en adéquation avec le lieu. Alors, il est très probable que les éléments qui vont avoir tendance à ressortir, ça va justement être en adéquation avec le thème peut-être sportif ou le thème de l'activité, etc. Mais je serais bien mal à l'aise de vous dire qu'on va donner un style. Voici, parce que là, on va se retrouver aussi avec un très, 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 très petit bassin d'artistes qui vont vouloir postuler à notre offre de concours, là. Fait que il faut être directif, mais tout en laissant une grande place aussi à la créativité. C'est le grand enjeu de l'art public, hein, c'est d'ouvrir les esprits. Puis il y a toujours une plaque d'interprétation en lien avec les œuvres et ça permet aussi les gens de se familiariser avec différents types de travaux. Fait que je ne sais pas si je réponds à votre question, Madame Oui, c'est Bachot. bon. Madame Godbout? Oui, Nancy, tu touches un point parce que l'œuvre à l'école de la Maisonnée, là, c'est quelque chose. Je ne voulais pas le nommer, mais c'était ça que je visais. Pourrez-vous donner quelques exactement dans ma explications face, là, c'est quelque chose. En fait, Nathalie, on dirait que je n'ai pas la résolution de la commande là, qui a été envoyée là, au service, mais je ne suis pas sûre qu'on est exactement à la même place au niveau de l'objectif recherché. Quand il y a eu des discussions au CE là, sur ce dossier-là, en fait, sur le dossier que Nicolas a parlé, là, de transférer l'argent pour faire une rénovation du centre récréatif, c'est que oui, on est content, puis je suis la première à être très contente là, qu'on donne de l'amour à cet espace-là, mais en même temps, il y a quand même une déception qui était là de ne pas avoir quelque chose, un leg qui va rester des Jeux du Québec. C'est Laure là, qui a eu l'idée de se dire, ben, on pourrait-tu penser à quelque chose qui pourrait faire office un peu de ce leg-là, là, est-ce que ça pourrait être culturel? Donc pour moi, je m'attendais, l'objectif, c'est pas d'acquérir une œuvre culturelle dans la collection de la ville de Sherbrooke. Pour moi, c'était pas ça qui était l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir un leg culturel pour les citoyens en lien avec les Jeux du Québec. Fait que, quand on ne part pas du même objectif, on dirait que ça prend un peu une autre tournure, mais bon, je comprends que vous voulez travailler d'une manière très professionnelle, là, puis j'en conviens. Maintenant,
moi, deux choses. C'est l'endroit que vous avez ciblé pour être une utilisatrice là, très, très, très régulière du centre récréatif en étant notamment une hockey mom, puis que mes enfants ont joué au tennis, puis tout ça. Ce lieu-là, il n'est pas tant visité, à part quand il y a des tournois. Là. Il y a beaucoup de gens qui passent par le tennis par l'autre côté, ou quand tu vas à l'aréna, tu passes à l'autre porte. C'est pour ça que moi, à l'intérieur de l'aréna, c'était le lieu que j'aurais privilégié là, s'il fallait qu'il soit à l'intérieur. Je pense que moi, j'ai trouvé que c'est une bonne idée, entre autres, de l'art parce que à Bromptonville, je ne sais pas si tu es allée, Nathalie, à Bromptonville, mais dans l'aréna, à l'intérieur, ils ont mis des peintures. Tu sais, c'est sûr que ce n'est pas de qualité d'œuvre publique, là, mais il y a des peintures d'hockeyeurs qui ont marqué Sherbrooke. Ça agrémente, tu sais, c'est très beau. Là. En tout cas, moi, je ne sais pas, Catherine, ce que tu en penses. Tu sais, c'est pas très professionnel, mais ça fait wow quand tu arrives quand même dans l'aréna. Puis c'est le fun. Puis c'est ces feelings-là qu'on a le goût de ressentir. Tu sais, on a le goût que ça fasse quand même c'est cool. Tu sais, ça fait. Il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a de l'âme qu'on ajoute un peu au lieu. Fait que moi, j'avais cette préoccupation-là, mais dehors, c'est sûr qu'il n'y a pas tant d'espace, mais ça aurait pu être peut-être quelque chose qui est plus intéressant, puis plus visible, puis qui pourrait apporter plus d'amour. Puis en terminant, j'adore aussi l'idée de Joanie d'impliquer vraiment beaucoup la population dans le choix, pas juste par un petit jury. Les Jeux du Québec, là, c'est un projet qu'on veut qu'il soit mobilisateur pour les citoyens. Puis, je pense qu'il y a toutes les opportunités qu'on peut les faire participer d'une quelconque façon. Go, tu sais, sortons du cadre, puis essayons de voir comment on pourrait travailler aussi avec l'équipe des Jeux du Québec, puis les citoyens, là, puis de collaborer ensemble. Là, j'aimerais ça aussi sentir cette vibe-là. Fait que maintenant, moi, je ne suis pas décisionnelle, mais c'est mon regard là, sur le dossier. Merci, Annie. Bien, effectivement, je suis une ancienne hockey mom aussi, là, mais mon fils est plus grand, mais effectivement, moi non plus, je n'allais jamais pratiquement à l'intérieur. On est tout le temps, on passe par la porte du hockey, puis on est dans l'aréna. Fait que visiblement, pourquoi je posais la question, c'est que les gens voient dans l'aréna, mais ne voient pas où le casse-croûte. Tu sais, c'est beaucoup ça. Puis à l'extérieur, ben, je me dis il y a beaucoup de vandalisme ces temps-ci à l'aréna. Fait que j'ai même une crainte de la laisser à l'extérieur, l'œuvre, à moins qu'elle soit vraiment haute. Là. Mais sinon, présentement, il y a vraiment une problématique dans ce coin-là. Fait que, et là, présentement, ce que je me demande, parce que vous avez parlé d'un comité et tout, est-ce que nous, dans le fond, on se doit de dire on veut mettre le comité en place, ça passe par la commission? Est-ce que c'est le but aujourd'hui de dire oui, on est d'accord à mettre le comité en place, puis quel type de personnes qu'on aimerait qu'il soit sur le comité? Parce qu'effectivement, je trouve que l'idée, j'ai aussi la genèse là, de l'œuvre d'art qui venait en lien avec les Jeux du Québec aussi. Là. Et puis, je trouvais ça intéressant, effectivement, qu'il y ait quelqu'un. En fait, en écoutant ce que Mme Godbout amène et ce que vous amenez, on est hors cadre, comme vous le dites bien, là, de l'acquisition d'une œuvre d'art publique telle que la Ville l'entend par sa politique. Nous, on suit la politique. Maintenant, s'il y a une intention du Conseil de dire, bien, on aimerait faire l'acquisition, ou là, on n'est plus dans une acquisition. Si vous voulez, par exemple, faire participer des citoyens à la réalisation d'une œuvre d'art, donc on exclut un artiste professionnel, parce que on entend bien la participation citoyenne, l'implication citoyenne. Là, on sort évidemment de nos cadres, puis nous, on adore sortir de nos cadres, mais il faut être aligné. Si on sort de la politique et que vous avez adopté et toute la séquence qui vient avec, aujourd'hui, à la commission, je pense que préalablement, il faudrait s'entendre sur qu'est-ce que le Conseil souhaite? Comment il veut l'avoir? On peut amener des propositions, mais ce n'est pas nos rôles. Nous, notre rôle, c'est de faire de l'acquisition d'œuvres d'art publiques professionnelles. Si on implique des citoyens d'arrondissement ou des jeunes participants aux Jeux du Québec,
là, on rentre dans une opération qui est un peu en dehors de nos fonctions habituelles parce qu'il faut coordonner. Est-ce qu'on confie ça à un organisme expert ou à une compétence externe? C'est à vérifier. Mais on entend bien, puis on est très, très sensible à l'idée d'aménager une, une œuvre, une expression artistique qui est peut-être pas faite par un artiste professionnel, qui est peut-être l'objet d'un collectif et que là, s'il est installé à l'Arena, mais comme la disait Mme Fortin, ça comprend aussi là, les contraintes climatiques de durée, ainsi de suite. Mais si on rentre dans une perspective ou un projet qui est plus collectif, nous serons avec vous pour vous accompagner, mais il faudrait regarder vraiment faut se fixer sur le programme, comme disait Mme Fortin. Nous, le comité de programme, il est formé par des experts en art public professionnel. Si ce n'est pas la piste que vous voulez utiliser ou employer parce que vous voulez que ce soit un objet d'expression artistique plus large, plus participatif, le comité de programme, à ce moment-là, son rôle, il est un peu hybride. Alors, il y a une réflexion en amont. OK. Admettons que je résume, là. Nous, on décide si on veut une œuvre collective ou une œuvre d'un expert, admettons. Et on regarde dans ce cas-là, est-ce qu'on demande au Centre Pierre Gobeil de prendre le projet en charge? Parce que là, dans notre arrondissement, c'est presque le seul organisme là, culturel dans notre arrondissement de prendre en charge le projet parce qu'il reste que même si c'est une œuvre collective, ça va prendre quelqu'un pour chapeauter qui a un côté plus artistique peut-être que moi, là, je vais dire, là, pour travailler, puis pour que ça soit quand même pérenne. Il ne faut quand même pas qu'elle dure juste un an, l'œuvre. Tu sais, ça serait le fun qu'elle reste là, qu'elle soit faite pour qu'elle est restée. Puis peut-être qu'il pourrait, le Centre Pierre Gobeil ou autre, pourrait peut-être se joindre aussi avec des artistes qui vont travailler avec des gens de la population, là, tu sais, en tout cas. Mais vous en pensez quoi, vous, mes collègues? Ah oui, excuse, là, je regardais Pas plus à grave. l'écran. Vas-y, Mais Joël. je trouve ça intéressant. Puis merci de nous ramener aussi au rôle, tu sais, parce qu'on n'est pas si habitué de tout connaître ces détails-là. Je me disais que peut-être que ce qui serait. Parce qu'on veut vraiment tu sais, laisser un leg. Donc, je pense que tu sais, tout le savoir, l'expertise de nos services de la culture, tu sais, c'est là, mais l'aspect mobilisation citoyenne, je me demande si ça serait pas à l'arrondissement, dans le fond, de porter l'aspect, tu sais, consulté, je ne sais pas sous quel angle, là, c'est pas ici que je pense qu'on mais de dire on mandate ensuite, après que l'aspect plus spécifique, parce que tu sais, il y a plein de petits détails que nous, on n'a pas. Là. Exemple, le mur, tu sais, l'installation, tu sais, on peut se permettre de mettre n'importe quoi sur un mur selon où ce qu'on le met. Fait que tout le côté très technique pourrait être porté. Puis ensuite, on pourrait soumettre l'espèce de concours ou l'aspect plus participatif à l'arrondissement qui est vraiment en proximité avec les gens. Je pourrais peut-être faire du pouce sur ce que tu dis. Vous allez rencontrer les directions d'école bientôt. Fait que, tu sais, ça pourrait être un concours pour les élèves ou, tu sais, quelque chose comme ça. Tu sais, ça pourrait être mis, le bon moment d'en parler, mettons. Si vous permettez, je vais laisser la parole à M. Larougerie après, mais c'est une affaire de Jeux du Québec, Sherbrooke. Et à mon avis, oui, d'un arrondissement qui est l'hôte de la manifestation artistique, mais c'est les Jeux du Québec, Sherbrooke. Il y a cette perspective-là ici, il faut conserver. Si on s'aligne vers des concours dans des écoles, c'est majeur, hein, c'est des grosses opérations aussi. Mais cela dit, on est là. On est là pour éveiller, comme disait Mme Fortin tout à l'heure, on est là pour éveiller nos imaginaires, puis de faire atterrir ce projet. Mais il y a vraiment des multiples possibles. Effectivement, nous avons l'expertise pour guider, encadrer. Est-ce qu'un seul centre culturel peut le faire parce que c'est son seul territoire? C'est à valider avec le centre parce que lui aussi il a des mandats, mais il y a des éléments à explorer, effectivement. Parce qu'on parle des écoles, mais ça peut aussi être avec les associations sportives. Les enfants qui sont dans les associations sportives. Je pense que le point, c'était plus de dire, d'expliquer, de communiquer l'information comme quoi venez participer, venez donner votre avis. Tu sais. OK. Jean-Yves. Bien,
En fait, premièrement, le mandat initial qu'on avait eu du comité exécutif qui a été recommandé au conseil, on avait vraiment senti que l'alignement de la demande était du côté œuvre d'art. C'est ce qu'on nous avait demandé. Et c'est pour ça que c'est la division de la culture qui avait été mandatée. Fait que le projet initial, le mandat initial, on l'a vraiment analysé sur le cas d'un concours d'acquisition d'une œuvre d'art publique, donc avec tout l'élément. Donc, c'est un artiste professionnel qui serait interpellé, etc., avec un appel et un jury. La commission des arts visuels est là-dessus. Fait que nous, aujourd'hui, ce qu'on vous livre, c'est un dossier d'analyse. En passant, ça répond à la question, c'est un dossier d'analyse. Donc, il ne va pas plus loin qu'aujourd'hui. C'est que vous prenez acte, vous nous faites des commentaires et nous, ben, on va le faire cheminer au gré de la discussion d'aujourd'hui. Mais on va y donner la tangente que vous allez bien nous donner. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le mandat initial, on l'a respecté parce qu'il était dans ce cadre-là. Si c'est une œuvre faite par comme on mentionnait, Mme Lépine, c'est une œuvre avec de la participation citoyenne et tout ça, c'est complètement autre chose. C'est un autre projet. On verra de la meilleure façon de l'accompagner. Est-ce que c'est avec nos équipes, avec l'arrondissement, un mix des deux? En tout cas, on verra, mais on vient de donner un autre angle. Alors, c'est là la décision que vous allez apprendre. Nous, c'est sûr que dans l'analyse qui vous a été déposée à la fois par les équipes, Nathalie et Anne-Jannick, c'est vraiment une analyse qui a été faite en fonction de, bon, là, c'est une œuvre d'art. Vous avez compris que c'était à l'intérieur parce qu'il y avait des limitations au niveau extérieur. Vous en avez nommé Madame la Présidente. Fait que dans le mieux qu'on pouvait avec ce mandat-là, c'est ça. Maintenant, il peut prendre une autre forme, mais comme je vous dis, à ce moment-là, ce ne sera pas une œuvre qui va faire partie intégrante de la collection d'œuvres d'art par la suite, si c'est autre chose. Mais ça peut être un élément très intéressant et mobilisateur. Mais on est dans un autre cas parce que nous, l'objectif premier, quand il a été ressorti, ce qu'on a vraiment saisi du mandat, c'est écoutez, on aimerait avoir une œuvre pérenne qui demeure, un legs, parce que souvenez-vous de l'histoire du début, c'est qu'on n'avait plus le projet du gymnase. On avait décidé de consolider un actif, donc on était dans le maintien. On était content de faire ça, de récupérer une subvention parce qu'il a fallu faire ce travail-là. Et on a dit, on va laisser un leg sur le point de vue artistique et culturel qu'on a impliqué des artistes. Alors, c'est ce qu'on vous dépose aujourd'hui. Fait que c'est là que vous avez à nous dire, ben, on conserve le mandat parce que, à l'inverse, si vous voulez changer ce mandat-là, ben, je pense qu'il faudra revenir. OK. Bien, dans le fond, là, tu sais, moi, quand j'ai posé la question si on pouvait donner des critères, c'était un peu dans l'appel d'offres. Tu sais, je comprends, là, Madame Nathalie, quand vous dites, tu sais, il faut laisser libre cours à l'artiste, mais si nous, on dit, on veut que l'artiste euh, puisse être capable de travailler avec la collectivité ou des choses comme ça, ben c'est un critère que si ça l'intéresse, il va offrir ses services. Puis si ça ne les intéresse pas, ben ils ne postuleront pas. Tu sais, moi, je voyais ça dans ce sens-là. Donc, est-ce que, tu sais, il y a eu un œuvre avec des tables à Brompton, si je ne me trompe pas, puis il me semble qu'il y avait des citoyens qui ont participé même. Tu sais, il y avait comme des petites tables. En tout cas, fait que, tu sais, est-ce qu'on peut demander dans l'appel d'offres que l'artiste puisse travailler avec des gens de la collectivité? Tu sais, puis il postule ou pas, dans le fond, puis ça reste que c'est une œuvre quand même artistique, officielle et tout, là, tu sais. C'est comme un mix des deux, là. Si vous permettez, je veux juste faire une petite, puis je vais laisser Mme Oui. Fortin répondre à votre question, mais juste une petite précision en lien avec le projet dont vous parlez des tables avec les citoyens, c'était dans le cadre de Vitacité. Vitacité, c'était un projet de médiation culturelle. Ce projet de médiation culturelle-là, c'est pas dans le cadre de cet appel-là. C'est complètement autre chose. C'était un projet dans lequel un artiste professionnel accompagnait un groupe de citoyens, donc un projet de médiation culturelle, pour réaliser une œuvre d'art. Mais cette œuvre d'art-là dont vous parlez, la table, ne fait pas partie des objets de la collection d'œuvres d'art. Fait qu'on est vraiment, si c'est un projet que vous voulez de médiation culturelle, ça peut être fait aussi, mais c'est pas cet esprit-là. Bien, le questionnement, c'est est-ce qu'on veut absolument que ça soit une œuvre d'art qui soit dans la collection ou on veut que ça soit une œuvre d'art qui soit pérenne et qui reste à l'aréna pour démontrer qu'il y a eu les Jeux du Québec cette année-là, tu sais? C'est un peu ça la question qu'il faut se poser. Fait, parce que moi,
honnêtement, j'enlève rien à la collection, là, Madame Nathalie, à la collection Nathalie Fortin, là. J'enlève rien à ça. Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est une œuvre d'art à l'Arena qui rappelle les Jeux du Québec. Là, Mme Boileau n'est pas là pour. OK. Bien, en fait, on va finir avec vous, Mme Fortin, parce qu'on a quand même dépassé de beaucoup notre temps. Puis après ça, ben on. Faut-tu prendre une décision sur quelque chose là? Non, c'était plus de l'analyse? C'est l'analyse, mais si vous avez une orientation à nous donner. On vous la donne là. OK. Oui, c'est ça. Bien, si je peux juste dire que il y a avec des artistes professionnels, ça existe de l'art relationnel. Ça existe des projets d'œuvres d'art qui impliquent la collaboration citoyenne. Ça existe. Par contre, ce ne sont pas nécessairement des œuvres d'art qui sont pérennes. C'est souvent des œuvres temporaires, situationnelles. C'est des œuvres qui sont dans l'instantanéité. Il y a de tout, hein. Alors moi, c'est effectivement, comme M. Larougerie l'a dit, on a pensé le projet ici un peu comme ce qu'on a vu dans les dernières années dans le développement de la collection de la ville. Maintenant, si votre orientation, c'est on veut une œuvre qui est beaucoup plus participative, qui se rapproche de la médiation culturelle, bien, effectivement, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas devenir une œuvre pérenne, mais c'est parce qu'à ce moment-là, la qualité, on va dire, le rendu est beaucoup plus difficile à garantir d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on ne pourra pas nécessairement dire que ça va être une œuvre d'artiste professionnel. Donc, c'est pour ça qu'elle ne remplira peut-être pas les critères d'acquisition. Fait effectivement, l'œuvre, elle peut être produite, être une possession municipale sans être une œuvre de la collection d'œuvres d'art. Ça se peut. Alors, c'est une question de choix. Ce n'est pas l'orientation qu'on avait sentie. Si c'est ça qui est souhaité, bien là, effectivement, il faut se repencher, il faut retourner dans notre cours puis réfléchir à la meilleure façon d'y arriver. Est-ce que ce sera avec un organisme ou les différents organismes culturels de la ville? Écoutez, c'est à y réfléchir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Là, ça nous confronte à une autre situation. OK. Question? Toi, est-ce que tu vois que les gens participent à l'œuvre d'art ou y aident aux critères d'œuvre d'art? Tu sais, dans la décision qui est prise à la fin, là. Toi, tu veux que les gens... Je ne voyais pas vraiment là, que les écoles... Qui décident. Oui, c'est ça. OK. Toi, ce que tu souhaites, c'est qu'ils votent. Moi, c'était le choix, oui. OK. Toi, Catherine? Ben, j'aimais bien l'idée que, un peu comme Mme Godbout disait, là, les œuvres qui sont plus représentatives, qui sont plus... puis ben, que les jeunes, que les gens puissent voter aussi là-dessus, que ce soit vraiment plus communautaire, que ce soit la communauté qui décide de ce qu'ils veulent avoir dans leur... OK. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent faire partie intégrante du processus, mais pas nécessairement qu'ils construisent l'œuvre avec l'artiste. Pas nécessairement. C'est ça qu'on s'entend? C'est ça qu'on En autant que les gens soient d'accord avec... Tu sais, dans le fond, c'est quelque chose de communautaire. Tu sais, pour les consulter, là, voir Mais dans le fond, c'est qu'il faut s'assurer que quand on va mettre le comité sur place, on veut des gens de la communauté, des Jeux du Québec, même à la limite. Mais on veut aussi des artistes dans le comité, parce qu'on veut que ce soit quand même quelque chose, une œuvre d'art. Oui, bien, dans le fond, il y en aura parce que de toute façon, il va y avoir tout le principe de vote, d'analyse et de gagnant. Là. Fait qu'il y a comme un jury. Là. Fait que c'est sûr qu'il y aura aussi des artistes pour le jury. OK. On ne veut pas du Picasso. Est-ce que ça fit avec votre SD, monsieur le directeur? Ça fit avec le fait, en fait, que ça demeure, ce que je comprends, un projet d'acquisition d'œuvres d'art avec un appel. Par contre, je vais, mes chers collègues, là, Anne-Jannick ou Nathalie, là, vous laisser, par rapport à l'implication des citoyens dans le choix final, c'est ça l'angle et l'enjeu. Est-ce que c'est possible? Bien, il était déjà prévu que des gens... Vas-y, Nathalie. Oui, excuse. Il était déjà prévu que des gens des Jeux du Québec soient sur le comité de programme. La réflexion se fasse en concertation avec eux. Puis des gens
c'est pas des gens, on ne veut pas non plus 72 personnes sur un comité de programme. À un moment donné, il faut quand même restreindre, il faut que ça avance. Mais oui, un représentant des usagers, à ce moment-là, oui. Mais là, on est quand même en train de revenir à ce qu'on on proposait plus tôt, là. Vous, ce que vous sembliez dire tantôt, c'est que vous souhaitez. Là, je trouve qu'il y a réellement quand même. Je suis pas sûre C'est parce qu'il y a eu beaucoup de que. discussions, mais finalement, les interprétations, c'était pas tant que les participants, que les citoyens créent OK. rêve qu'ils puissent voter et faire partie prenante du processus. C'est D'accord, plus ça d'accord. le désir là, des élus avec moi. Là. Puis en réponse à M. Larougerie puis Mme Fortin, là, vous me contredirez, mais il est possible dans un programme d'intégration d'art public de demander aux artistes participants d'intégrer la vie ou la collaboration ou l'inspiration d'une communauté. Ça se fait. Et l'avantage, c'est qu'il y a 3 maquettes qui vont être présentées. Donc, le choix, il y a un choix de jury, évidemment, avec des conditions importantes, mais c'est très possible dans le programme de demander à l'artiste, mais il va falloir qu'on l'aligne, l'artiste. Il ne faut pas qu'il fasse toutes les écoles, faut pas on va Non. l'aligner vers des groupes cibles, mais c'est tout à fait possible avec un bon alignement et ça donne des résultats, ça se voit ailleurs. Mais est-ce que j'ai raison, Mme Non, Fortin? tu as absolument raison. C'est dans la mesure où c'est l'artiste professionnel qui demeure quand même le coordonnateur puis le concepteur, là, mais pour assurer justement le rendu. Mais c'est la contribution du public peut être absolument assez importante là, dans la réflexion, etc. Mais là, est-ce que je comprends que vous préférez aussi qu'on s'enligne plutôt vers une œuvre d'art qui serait conforme à un aréna, qui pourrait être intégré à un aréna? Et là, on oublierait l'accueil. Parce que ça change beaucoup de choses. Ben, moi, je dis que c'est là qu'elle va être le plus vue. Là. Mais en même temps, c'est pas les commanditaires qu'on met là d'habitude, c'est pour aller chercher de l'argent ou en tout cas, je sais qu'à Brompton, c'est beaucoup des commanditaires qu'on a sur nos murs. Si vous permettez, Oui. un comité de programme sera mis en Oui, c'est place et le comité de programme amènera ses suggestions, ses propositions à la commission et on lui demandera de se pencher à la fois sur les espaces les plus adaptés et dans l'aréna. Fait que le comité de programme, on pourra vous revenir avec une proposition si Mme Fortin est d'accord avec le processus que je lui amène aussi. Là. Oui, ça pourra à ce moment-là vous éclairer, mais d'une façon très précise et détaillée. Vous dites dans l'aréna, absolument, ce comité-là va se pencher? Ce comité-là, on peut lui demander dans le comité de programme, est-ce que c'est le mur, par exemple, que Mme Fortin propose dans le programme ou c'est c'est la... dit dans l'aréna, fait que je l'ai juste... Excusez-moi, et dans l'aréna. Oui, Alors, donc, un ou l'autre. un ou l'autre. Bien, peut-être en conclusion, question de justement, nous, on a bien compris votre sensibilité d'ouvrir aux citoyens, à la communauté. Fait qu'on va faire on conserve le plan de match d'une démarche de concours d'acquisition. Ce qu'on a compris, c'est qu'on va l'ouvrir à des gens de la communauté. On va vous faire une proposition. On va aussi vous proposer, parce que là, vous sembliez intéressé aussi par le volet Arena, sachant que nous, dans le hall ou l'endroit que Mme Fortin vous a identifié, on va vous revenir avec le comité de programme, puis on va vous déposer ça. Pour moi, quant à moi, c'est très conforme au dépôt du dossier, à l'exception qu'on l'ouvre à la communauté. C'est ce que je comprends. Okay. Parfait. Merci. Merci à tous. En fait, juste question, là, oui. La question la plus importante, c'était celle-là, tu sais, Nancy, que tu avais posée. Est-ce qu'on veut absolument que ça fasse partie de la collection d'œuvres d'art de la ville de Sherbrooke? C'est ça aussi, cet enlignement-là est important. Puis c'est ça pour moi qui n'est pas clair dans l'enlignement. Peut-être pour Nathalie, puis Anne-Janie, puis Jean-Yves, oui, mais pour moi, là, quand je vous écoute, là, ça, pour moi, c'est pas répondu, puis c'est quand même assez fondamental. Je peux demander à mes collègues. Moi, là, je ne tiens pas à ce qu'absolument ça soit une œuvre d'art de la collection de la ville de Sherbrooke, mais que ça soit une œuvre d'art, oui, pérenne à l'aréna. Toi, même chose? Même chose. Donc, les élus ici, on ne tient pas à ce que ça soit une œuvre d'art officiellement de la collection, mais ça peut rester quand même une œuvre d'art. Là. Est-ce que ça change quelque chose? Mais oui. On comprend que ça pourrait l'être aussi. C'est ce que vous nous dites. Parce que nous... Ça pourrait, mais ce n'est pas obligatoire.
OK. Si l'œuvre qui découle fait que c'est pas après l'appel d'offres qui fait que les experts disent ça peut pas être ça parce que ça peut pas être dans la collection, mais que nous, on trouve que c'est OK. que ça nous Parce que touche. nous, le plan de match qu'on vous dépose, avec l'ouverture qu'on vient de se faire tantôt pour l'ouverture quant à la communauté, on continuait à s'enligner pour une œuvre d'art acquérie par la collection. Nous, on continuait dans cet esprit-là. Ce que vous nous dites, c'est si c'est un frein ou une limite à vous, on peut l'ouvrir ailleurs. Mais nous, à date, on s'enlignait pour une collection, d'être inclus dans la collection, ce qui est quant à nous très bien. Parce que sincèrement, l'avantage d'être inclus dans la collection, c'est que premièrement, les gens voient sur notre site, ont accès à ça, et ça fait partie de la liste. Au-delà de la visualiser, de la voir, c'est qu'il y a tout un facteur d'entretien. Ça, c'est majeur parce que nous, on a un budget d'entretien pour chaque œuvre d'art qui sont dans notre collection. Et on y porte une attention là, très importante. Fait que moi, je vous le dis, l'implication de la communauté que vous nous avez dit, pour moi, n'est pas un frein du tout au fait de l'acquérir. Si j'avais une suggestion à vous faire, je vous dirais oui. Parce que pour moi, c'est une mise en valeur importante d'avoir une œuvre d'art acquérie dans la collection. En plus qu'en la suite d'un événement aussi majeur que les Jeux du Québec, de savoir que c'est un leg qui est inscrit, pour moi, ce n'est pas un frein. En tout cas, au contraire. Ben, c'est ça. Ce qu'on veut pas, nous, c'est que ça soit un frein à l'implication et tout. Non. Parce qu'on n'a pas ce détail-là de savoir l'avantage, désavantage, que ce soit une œuvre d'art. En tout cas, pour moi, là, moi, je disais plus, si c'est pour être un frein, j'y tiens pas. Ben, Puis je pense qu'à mes collègues, c'est comme ça aussi. Si c'est pour être un frein, on y tient pas. Mais si c'est un avantage puis c'est pas un frein, ça nous convient. Là. C'est plus ça, là, parce qu'on n'est pas. En tout cas, le niveau technique de votre part, là, on n'est pas. On vous confirme que c'est possible d'avoir une œuvre d'art dans la collection, mais qui remplit les critères que vous mentionnez. On demande. Okay. C'est non seulement pas un frein, mais même un levier ou une motivation. Okay. Nous, c'est juste qu'on ne voulait pas que ça soit un frein. Nicolas? Courte intervention. En fait, là, on n'est pas rendu là encore dans le projet, mais je pense que c'est important de mentionner qu'il y a des travaux majeurs qui vont commencer à l'Arena aussi tout de suite après les Jeux du Québec. Effectivement. Donc, c'est à considérer sur le lieu puis l'emplacement de cette œuvre d'art-là. Qu'elle soit amovible, en tout cas. Parfait, merci. On va passer à l'autre point là, parce qu'on est un brin en retard. Donc, on est rendu à la mutualisation des services entre les organismes. Donc, ça sera avec Entreprendre Sherbrooke, Philippe Angers-Trottier. Exact. Et Ariel Dressen. Oui, donc, Andréane, est-ce que tu as un petit mot d'ouverture à dire auparavant? Bien, en fait, là, c'est simplement la mutualisation de services. On en avait parlé en mars, ça fait déjà longtemps. Je pense qu'on a des bonnes nouvelles aujourd'hui à vous apporter parce qu'en mars dernier, ça s'était conclu la présentation sur, bien, on n'a pas eu la subvention pour aller un petit peu plus loin, subvention que tu avais demandé au niveau du gouvernement fédéral, il me semble, provincial. Donc, voilà, on n'avait pas eu la subvention. Fait que ça s'était arrêté là, puis il n'y avait pas eu de suite par la suite. Sauf que là, on en a une. On a une bonne nouvelle, fait que je vais laisser mes collègues présenter tout ça. Es-tu capable de présenter ça? Oui, je vais vous présenter. J'ai préparé une présentation très, très courte là, pour accompagner le propos. Oui, donc Philippe Angers-Trottier, conseiller en innovation sociale à Entreprendre Sherbrooke. On est ici pour parler d'un projet de formation en mutualisation qu'on veut offrir en novembre prochain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous montrer un peu comment on a atterri à parler de ça aujourd'hui. On se souvient qu'en 2021, il y avait eu un sondage qui avait été lancé aux organismes communautaires, aux entreprises d'économie sociale de Sherbrooke, qui avait répondu en grand nombre. C'était au sujet de la mutualisation. Est-ce que c'était quelque chose qui les intéressait? Et si oui, qu'est-ce qu'ils voyaient comme service, comme ressource, comme élément organisationnel qu'ils voudraient mutualiser? Et qu'à partir de ça, la CDC, Entreprendre Sherbrooke, représentée par moi, puis la ville avec Andréane, on a un peu décortiqué tout ça pour voir comment on pouvait faire progresser cet aperçu des besoins. On a commencé par rencontrer plusieurs spécialistes dans le domaine de la mutualisation au Québec, fait que des porteurs de projets, que ce soit des CDC,
ailleurs au Québec, des consultants pour voir un peu c'est quoi les différents modèles. Il y en a qui offraient des services carrément, là, un service mutualisé. Il y en a d'autres qui accompagnaient des organisations, qui menaient des projets collectifs. Donc, on voulait voir un peu c'était quoi les avenues possibles pour nous, puis qu'est-ce qui faisait du sens. On a aussi étudié le projet de mutualisation que la CDC avait elle-même entreprise. Elle a offert un service de téléphonie IP mutualisé pour ses membres avec beaucoup de potentiel, certains défis aussi. Fait qu'on a essayé de tirer des leçons de cette expérience très concrète sur notre territoire. Et tout ça nous a aiguillé vers un angle de développement des capacités. C'est-à-dire plutôt que d'offrir un service mutualisé qu'il faudrait porter, qu'il faudrait coordonner, dont il faudrait assurer le suivi. Et nous, chez Entreprendre Service, on n'avait pas la capacité d'offrir un service comme ça. On s'est dit, allons vers un développement des capacités pour que les organisations qui sont intéressées puissent elles-mêmes prendre en charge leur propre projet de mutualisation. Évidemment, avec un certain soutien qu'on va expliquer ici, mais l'idée, ce soit que les projets de mutualisation qui naissent soient menés, soient portés par les organisations concernées. À partir de là, on a fait un dépôt de projet dans le cadre d'un appel d'offres en mutualisation au MEI, c'est bien ça? Oui, Ministère de l'Économie et de l'Innovation provincial. Oui, qui n'a malheureusement pas été retenu parce que ça s'adressait finalement à des projets de mutualisation en tant que tel, pas de formation sur la mutualisation. C'était une distinction qu'on n'avait pas saisie, mais c'était la réponse qu'on avait reçue. Et Andréane, par la suite, nous a informé que la Ville serait intéressée quand même à explorer la possibilité d'organiser une telle formation. C'est là-dessus qu'on a travaillé au cours de l'été avec un des spécialistes qu'on avait rencontré dans le cadre de nos recherches, là, Georges Crum, qui est on peut dire une sommité en matière de mutualisation au Québec, travaille beaucoup dans le milieu des arts, de la culture, a travaillé beaucoup en formation, en conseil sur ce sujet-là. Et ça nous amène à vous présenter aujourd'hui le projet de formation qu'on compte offrir le mois prochain, dans un petit peu moins qu'un mois, ça va vite. Alors, le 18 novembre prochain, on offre une formation en présentiel. Ça répond aux besoins puis à l'intérêt, je pense, de beaucoup de groupes de se revoir après une période difficile. C'est une formation qui s'adresse et aux entreprises d'économie sociale et aux organismes communautaires de la Ville et de la CDC sur le territoire de Sherbrooke, évidemment. L'idée, c'est que notre hypothèse, c'est qu'il y a des services qui pourraient être mutualisés entre ces secteurs d'activité-là, potentiellement. Fait qu'on veut explorer ces possibilités-là. Comme je l'ai dit, ça va être une approche basée sur le développement des capacités. J'ai beaucoup travaillé avec le formateur pour que son approche soit très pratique, qu'on travaille sur des outils, qu'on ne reste pas dans les concepts et dans les théories de la mutualisation, mais vraiment dans les pratiques. On va avoir des invités qui vont nous parler de leurs projets, dont des projets à Sherbrooke. Fait que ça va vraiment ancrer le concept dans nos réalités. Et ça va aussi mettre en réseau des organisations pour qu'elles puissent amorcer la réflexion autour de potentiels projets de mutualisation. Évidemment, ce n'est pas en une journée, parce qu'on parle d'une journée complète, qu'on va nécessairement avoir des projets de mutualisation super concrets et super aboutis, mais l'idée, c'est un peu d'être une bougie d'allumage et de donner une direction aux organismes qui ont compris par la suite c'est quoi les enjeux d'un projet de mutualisation, c'est quoi les défis, c'est quoi les ressources qu'il faut mettre dedans, parce qu'on voit ça souvent comme une panacée, mais c'est beaucoup de travail. C'est ça qu'on veut. On veut démystifier un peu le concept dans ce sens-là. Et pour nous permettre ensuite à notre comité de mieux connaître les besoins par la suite, de dire est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé, est-ce qu'ils ont besoin de plus de formation, c'est quel levier est-ce qu'on peut déployer ou sur lesquels on peut travailler pour continuer pour continuer à bâtir les acquis qu'ils ont eus pendant la formation. Fait que voilà. Dans le devis que vous avez reçu, on l'a retravaillé depuis, il était mention de 20 organisations participantes. Ça, c'était un imbroglio un peu, c'était parce que ça, c'est ce que le formateur seul pouvait assurer, parce qu'il y a du travail en sous-groupe. Mais après lui avoir parlé, on peut monter à 40, 50 organisations, plutôt
40-50 personnes participantes parce qu'on va offrir là, chez Entreprendre Sherbrooke, on va déployer des ressources pour accompagner les sous-groupes et assurer la facilitation. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Merci. Est-ce Catherine, Joanie, des questions? Je trouve ça super intéressant. Merci de nous présenter. J'ai vraiment hâte, en fait, de savoir qu'est-ce qui va sortir de cette formation atelier, puis de savoir c'est quoi, quels besoins nos organismes ont ou peuvent offrir, là, parce que je pense qu'il y a comme un beau levier, il y a un beau potentiel à ce projet-là. Puis il y a déjà des exemples, là, tu sais, je pense au BIM à Saint-Adrien, tu sais, qui a une super offre. Puis c'est ça, on voit ça comme quelque chose où que ça demande beaucoup de temps, puis c'est ça de voir un peu. Fait que je pense que la formation, ce qui est le fun, ça va développer un vocabulaire commun, les gens vont s'entendre sur le concept, puis après ça, ça va être un processus très créatif, à mon avis, là. Donc, ouais, j'ai hâte de savoir ce qui va en ressortir. Merci. De relativiser aussi, parce que souvent, il y a beaucoup de besoins, peu d'offres. Fait que ça, de mélanger tout ce monde-là ensemble, on va peut-être essayer d'arriver à un certain équilibre. Madame Molo? Puis j'ai aussi un souci de peut-être pas nécessairement uniformiser à la grandeur de la ville ou, tu sais, dépendant des besoins de, tu sais, de pas faire en sorte que tout le monde soit obligé d'embarquer ou tu sais, qu'il y ait un respect de tous les organismes, de leurs besoins, puis est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être tout le temps ensemble ou s'ils peuvent garder leurs particularités ou, en tout cas, fait que je pense que la consultation, là, ça doit vraiment venir des organismes, là, ce qu'ils ont besoin vraiment, puis de respecter ça, là. Mais j'ai hâte de voir ce qui va en sortir. En fait, c'est en plein l'objectif parce que comme on disait, tu sais, les initiatives qu'on a portées n'ont pas fonctionné. Ben, en fait, c'est la CDC là, à laquelle on faisait référence avec la téléphonie IP. La CDC a décidé de prendre ça sous son aile, ce qui est très louable, on les remercie, mais les réponses ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été mentionné en termes de besoins. Fait que nous, on pense que si les organismes se mettent ensemble, puis il ne faut pas que ce soit un grand nombre d'organismes non plus qui se mettent ensemble, sinon c'est peut-être plus difficile à coordonner. S'ils se mettent ensemble, s'ils portent leur initiative, si ça répond à un besoin qui est commun, ben on pense que c'est plus porteur, puis qu'ils vont pouvoir aller plus loin avec ça, puis que ça va plus euh, perdurer dans le temps. C'est ouvert juste aux organismes admis, j'imagine? Oui et non. Comme on est en collaboration avec Entreprendre Sherbrooke, il va y avoir des entreprises d'économie sociale aussi. Parfait. Madame Lépine, vous aviez la main levée? Est-ce qu'on en comprend que c'est des organismes admis ou non communautaires seulement? Oui, pour l'instant, on est au niveau communautaire, effectivement. Juste mentionner qu'en culture, on a un organisme spécialisé en numérique puis vous savez sûrement, vous avez peut-être été approché, qui pourrait peut-être être utile. Oui, je sais que le Conseil des arts a fait des gros travaux, là. Conseil de la culture, pardon, austrien a fait des gros travaux en mutualisation, fait que c'est sûr. Je pensais plutôt à un autre organisme spécialisé en arts numériques qui OK. offre des hubs numériques, donc qui rend service à des organismes. Sporabol? Voilà. OK. Ben, je trouve ça intéressant, mais je m'étais nommée, j'avais marqué prise en charge parce qu'effectivement, moi, quand que j'ai vu ça, mutualisation, je pensais que vous veniez nous dire que vous vouliez embarquer dans ce processus-là, un peu comme la CDC où j'étais membre du CA à l'époque quand il y avait quand ça a commencé la mutualisation. Puis effectivement, c'est beaucoup d'énergie pour parfois pas de résultats parce qu'on peut penser que c'est un bon service qu'on veut mutualiser, puis c'est pas ça que les organismes veulent, tu sais. Alors que là, si les organismes sont à même dans la prise en charge, puis dans en fonction de leurs besoins et tout, ben ça n'a pas le choix de marcher. S'il n'y a pas d'initiative qui en sort, c'est parce que ça ne les intéresse pas, puis il n'y aura pas eu toute l'énergie de mise par une seule organisme ensuite. Là. Fait que, effectivement. Ouais. Exactement. C'est un des apprentissages importants qu'on a tiré de l'expérience de la CDC, justement, puis qu'on essaie c'est ça, de pas répéter cette erreur. Donc, 18 novembre, une date à ne pas manquer pour la formation. Est-ce que les inscriptions sont déjà commencées? Est-ce que c'est envoyé? Non? C'est envoyé d'ici 24 heures, je sais. OK, OK. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir pour vous expliquer le projet de mutualisation. Merci à vous. Excusez, je vais remettre mes lunettes. Donc, le point suivant, c'est le programme d'événements de proximité, déploiement des événements de 2023 avec Andréane.
Oui, effectivement, un petit mini point d'information, en fait, sur comment nos événements vont se répartir suite à la présentation du projet de programme qui a été présenté ici, puis qui a été d'ailleurs recommandé. Donc, on est aussi en attente là, de son approbation au niveau du conseil municipal. C'est pour ça que je parle de projet de programme. Je vous partage mon écran. Donc, il y a une tournée pas une tournée, mais on a rencontré certains conseils d'arrondissement à l'heure actuelle pour voir comment ils voulaient dynamiser leur milieu. L'objectif d'aujourd'hui, c'est simplement, là, on trouvait intéressant de vous présenter comment les gens avaient choisi de dynamiser leur milieu avec les 3 catégories de fêtes. Il y a seulement Fleurimont qu'on n'a pas fait encore. C'est la semaine prochaine. Tu pensais que tu l'avais manqué? Fait qu'en fait, 23 puis là, tu sais, c'est préliminaire, là, c'est pas adopté, on n'a pas des porteurs pour toutes les fêtes, tout ça, mais ça donne quand même une idée globale, puis c'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, 54 des événements seraient des événements de voisinage, donc la plus petite catégorie. 37 seraient des événements de quartier et 4,9 seraient des événements 4,9, c'est pas vrai, c'est 9 seraient des événements d'arrondissement. Donc, en fait, on a même un secteur qui a dit qu'il ne voulait plus d'événements d'arrondissement dans Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. On va peut-être être là aussi pour Fleurimont, on verra. À date, la tendance n'est pas vraiment à les gros événements. La tendance est plus aux petits événements parce que dans Fleurimont, on n'a pas eu l'occasion de se parler. Vous avez plutôt répondu à un sondage pour voir comment serait dynamique, qu'est-ce que vous souhaitiez en fait. Puis à date, la tendance n'est pas vers des gros événements, mais vers plusieurs petits. Permettre un commentaire par rapport Absolument. au sondage, parce que moi, puis je l'ai mis dans mes commentaires, mais je trouvais ça vraiment comme délicat de me prononcer, surtout par sondage, puis pas avoir le temps de discuter, parce qu'on sort de 2 ans de pandémie, donc tu sais, ce qui a été réalisé, actualisé dans la communauté, est-ce que ça représente vraiment ce qu'on peut réellement faire en 2022-2023? Fait que, tu sais, je me disais, est-ce que c'est ça, j'aurais aimé mieux qu'on en parle, tu sais, c'est ça, en échange plutôt que répondre au sondage. Je ne sais pas à quel point le résultat du sondage est, tu sais, Bien, c'est ce qu'on va voir lundi prochain. En fait, c'était ça le plan de match initial. On devait aller début octobre vous parler, puis votre horaire ne le permettait plus en conseil d'arrondissement. Fait que c'est pour ça qu'on a opté pour le sondage, parce qu'effectivement, il fallait avoir un petit peu de matière sur les attentes pour pouvoir vous présenter quelque chose qui correspondait aux attentes. C'est pour ça que vous avez 3 propositions aussi sur lesquelles il va falloir se pencher lundi prochain. Fait que voilà, c'était ça mon petit point d'information, événement. Ah, c'est tout court, tout court. Ah oui, vraiment. Effectivement. Oui, vas-y, Catherine. Merci pour le retour. Puis je me demandais, je sais que nous, on a consulté, on était présents quand vous avez consulté les organismes. Je me demandais, est-ce que j'avais trouvé cette formule-là intéressante parce qu'on était partie prenante, on pouvait aussi donner notre avis, puis on voyait ce que les organismes avaient envie. Fait que je me demandais si vous aviez répété cette formule-là. Ben là, j'entends que Fleurimont, non, mais je pense que ce serait peut-être une bonne idée, tu sais, et pour les élus et pour les organismes, tu sais, de voir un peu comment ça se... Bien, effectivement. Puis, tu sais, peu importe la formule qui a été adoptée, je pense que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas donné le droit de réfléchir à nos événements de proximité puis à la façon dont on les déployait. Fait que ma conclusion cette année, c'est peu importe la façon qu'on l'a réalisé, ça a été enrichissant dans tous les secteurs. Dans Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, vous avez été les seuls à faire ça avec les organismes. Dans les autres secteurs, c'est différent. On le fait seulement avec les élus, puis par la suite, on va voir les organismes à savoir est-ce qu'ils sont intéressés à prendre un événement en charge, si oui, lequel, puis dans quelle mesure, c'est quoi la collaboration. Fait que votre formule dans Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville était unique en fait. Là. Mais elle venait de nous.
c'est nous à l'arrondissement qui avait Ouais. décidé, c'était pas un choix des services disant voulez-vous faire cette formule-là, cette formule-là. C'est nous qui a dit nous, on veut que ce soit avec nos organismes, puis on le fait comme ça, puis on dit ben parfait, on va être avec vous, tu sais. Mais je pense que quand une recette est bonne, on peut l'étaler. Ben peut-être que les autres copieront une prochaine année, tu sais. Ouais, c'est ça, Non, mais c'est ça la exactement. question. Dans le Oui, fond. oui, Je me demandais c'est ça. si, Ouais, mais exactement. Tu sais, c'est pas impossible parce que là, tu sais, avec ce qui a été décidé en conseil d'arrondissement sur le déploiement des événements, on ne signe pas un contrat pour 10 ans. Là, tu sais, on peut, dès l'année prochaine, faire une évaluation puis dire, ça a-tu été apprécié de la population? Est-ce qu'on a des choses à revoir? Fait que cet exercice-là peut être fait sur une base régulière, là, il n'y a pas de souci. Puis avec ou sans les organismes. pour le bénéfice peut-être de ceux qui voudraient regarder la commission, peut-être qu'on pourrait réexpliquer vite, vite un petit peu c'était quoi, là, tu sais, que dans le fond, le budget dans chaque arrondissement, il y avait un budget pour les fêtes d'arrondissement, de quartier, les plus petites fêtes. Puis, dans le fond, ce qu'on proposait, c'était de reprendre l'argent puis de diviser ça peut-être en juste des petites fêtes ou peut-être juste une grosse fête ou deux grosses fêtes. Ou c'est vraiment les organismes qui ont décidé qu'est-ce qu'ils voulaient faire, si on gardait la même formule qu'avant ou si on modifiait. C'est comme à Brompton, il y a la fête des neiges qui est devenue plein de petits événements, mais les deux autres fêtes sont restées intactes, si je peux dire ça comme ça. Mais je sais que vous Nous, avez ça a fait ça changé parce que nous, la fête famille, elle s'est divisée en plusieurs fêtes. On a quand même plusieurs secteurs dans Roqueforest, Saint-Élie, Deauville, étant donné que c'est un budget distinct pour Bromptonville. Et les trois élus voulaient un budget plus équitable sur les trois territoires, si on veut. Fait qu'on a probablement, je crois, de mémoire, c'est chacun deux fêtes de quartier et une fête de voisinage dans chacun des districts. Là, tu sais. Fait qu'on on s'est séparé ça comme ça, avec des organismes porteurs différents et pareils selon les fêtes. Tu sais. On a des organismes qui font les fêtes dans différents districts, puis il y en a qui font. Fait qu'effectivement, mais ça va être plus de fêtes tout au long de l'année, je dirais, là, qu'une seule grosse fête. Effectivement, puis la plupart ont aussi comme préoccupation d'étendre les fêtes dans l'année, pas simplement les mettre l'été, mais de dynamiser les milieux tout au long de l'année. Ça représente certains défis au niveau de la programmation. Tu sais, plus ben, à l'automne, c'est pas si mal. Au printemps, ça représente quand même des défis au niveau de la programmation, mais on peut être innovant puis on peut penser à des éléments qui sont très intéressants là, pour la population. Mm. Suivez vos programmations. Ah, parce que dans nous, ce qu'on avait dit, puis ça sera peut-être une idée pour d'autres arrondissements, mais c'est qu'on s'était dit qu'à l'arrondissement, on ferait un genre de cartonnet ou quelque chose comme ça qu'on diffuserait avec la liste complète de tous les événements à venir dans l'année courante. Fait que c'est un peu à travers l'arrondissement qu'on s'organisait pour que les citoyens aient l'information pour toutes les fêtes à venir, au lieu que ce soit chaque organisme qui doit faire une publicité différente. Fait que, tu sais, ça permettait d'avoir un coût peut-être plus élevé que quand on fait juste un petit secteur, mais en même temps, c'était tout le monde ensemble. Tu sais. Fait qu'on on pense que ça va être regagnant. Fait que avis aux autres élus qui écoutent. Ben, s'il n'y a pas d'autres. Est-ce que tu avais d'autres commentaires? Non? OK. Ben, merci, Andréane. Pour le service, pour le point suivant, service du Centre d'action bénévole, est-ce que Mme Levasseur est en ligne? Non, elle est supposée être en présence. J'avais dit 15h10. Ah, On- ben en ce cas-là, on peut peut-être prendre une mini pause qu'on fait pratiquement jamais. On va prendre 2-3 minutes de pause pour attendre Mme Levasseur et puis on va revenir. Parfait.
de congé de maternité à fin mars. Ah, mon soin est fermé. Allô? Ah, puis ton micro aussi. C'est devenu public. Bon, on est revenu de la pause. D'habitude, dans les pauses. Il était fermé. Donc, On vient de perdre Nancy. On vient d'en perdre deux. Désolée si jamais il y a des gens qui regardent. Bon. Je vois plus rien. Désolée. Jésus plein d'eau. Ah, je suis correcte. Alors, on serait rendu tout le monde au point plan de recrutement annuel des bénévoles. Nous avons une invitée. Je ne sais pas si vous voulez faire une introduction peut-être avant, Andréane. En fait, simplement, là, une courte introduction. Là, le CAB, c'est un des partenaires chouchou de la ville de Sherbrooke. Hein, vraiment, ils font un travail extraordinaire. Donc, on trouve important qu'ils viennent présenter là, en commission ce qu'ils proposent à nos organismes. Donc, je laisse Catherine Levasseur présenter. Merci. Donc, je vous ai mis à l'écran la présentation. Oui, le but, dans le fond, c'est de venir nous parler un petit peu du Centre d'action bénévole. La plupart, vous connaissez notre mission, mais c'est plus de voir de façon concrète qu'est-ce qui est offert aussi aux organismes, qu'est-ce qui est inclus dans notre convention avec la ville, une convention qu'on est à notre 3e année. Bien heureuse de ce développement-là. Donc, oui, je suis Catherine Levasseur, directrice au Centre d'action bénévole depuis 11 ans.
déjà. J'ai été 4 ans sur le conseil d'administration avant, donc 15 ans que je gravite au sein du Centre d'action bénévole de Sherbrooke. Donc, juste vous rappeler que le centre, bon, je vous ai mis ma présentation, je pense que je vous ai mis ma formation sur le recrutement et non pas sur c'est quoi notre convention. Ça va très bien, hein? Fait que je vais faire comme si de rien n'était. Je vais aller chercher ce qui est bon. Parce il y avait un rendez-vous des organismes, hein, samedi. Je devais donner l'atelier, mais bon, voilà, je pars avec un autre. Ça devrait être simple. C'est juste pour rester dans l'ambiance festive. Donc, je vous rappelle qu'au Québec, c'est 114 centres d'action bénévole qui est sur le territoire. 98 des centres d'action bénévole ont du maintien à domicile, accompagnement de transport, pas trop lente, etc. Sherbrooke, Montréal et Québec, on n'a pas les services de maintien à domicile, donc on se concentre vraiment au niveau de la promotion de l'action bénévole, soutien aux organismes, soutien aux citoyens à ce moment-là. Et alors, vu qu'on est des grands centres, Sherbrooke, on est tout près de 400 organismes sur le territoire, comme Montréal et Québec. Dans le fond, il y a déjà des services qui sont offerts et déjà du financement offert par le ministère de la Santé pour le maintien à domicile. Donc, on a 2 clientèles principales, les citoyens et les organismes. Pour les citoyens, bien sûr, c'est nos campagnes de promotion, d'action bénévole pour tenter de recruter des nouveaux bénévoles pour les organismes. On est des porte-parole des organismes. On est rendu à 387 organismes membres pour le Centre d'action bénévole de Sherbrooke. Donc, on a des campagnes annuelles de promotion qui partent on fait un peu de radio sur les autobus, dans le promo-poste. Donc, tout ce qui est possible de faire avec notre budget, c'est là-dedans qu'on fait au niveau de la campagne de promotion. Kiosque aussi, présentation, Université de Sherbrooke, kiosque dans les écoles secondaires, le salon de la FADOC, tout événement, on se promène pour pouvoir être les porte-parole des centres pas des centres d'action bénévole, mais des organismes. Présentation, beaucoup dans les cours de francisation, entre autres, au niveau des adolescents aussi, des groupes de femmes. On fait différentes présentations durant l'année sur l'action bénévole. Et on a bien sûr le service d'orientation personnalisée. Tout citoyen qui veut faire du bénévolat, qui a de la difficulté à trouver son lieu de bénévolat, il y a quand même 250 organismes qui recherchent activement des bénévoles présentement. On l'aide à trouver leur lieu de bénévolat. Notre site Internet, qui est un peu comme un site de recherche d'emploi, mais pour l'action bénévole et achalandée, c'est à peu près 1500 visites par mois qui est fait au niveau de la page des postes. Mais certains citoyens ont de la difficulté à trouver leur lieu de bénévolat, donc on les aide à ce niveau-là. Souvent, c'est en lien avec une difficulté, soit un casier judiciaire, retour au travail, etc. Donc, on les aide. On fait aussi le répertoire des organismes communautaires de Sherbrooke, donc la mise à jour des informations qui est sur notre site Internet et ça nous aide grandement pour le référencement, notre service de référencement des citoyens qui cherchent un service à Sherbrooke. On prend les appels, les courriels pour pouvoir les orienter vers les organismes qui peuvent répondre à leurs besoins. On arrive 99 du temps à trouver même si on étire des fois l'élastique avec des organismes, là, donc on essaye de trouver vraiment ce que le citoyen va avoir besoin, là, il va arriver à trouver ses services. Autre clientèle, c'est les organismes. Ça fait partie de notre convention. Donc, on a notre programme de formation régulière. C'est environ 20 formations qui est offert aux organismes à faible coût, qui passent vraiment au niveau des gestions RH, là, qui passent de gestion de priorité, encadrement de bénévoles, gestion d'employés et aussi au niveau de la gouvernance. Le plus fort, c'est notre formation sur demande CA 101. Donc, on se déplace dans les organismes pour offrir la formation sur les rôles et responsabilités des conseils d'administration. Et on donne aussi au niveau de l'action bénévole aussi des formations directement dans les organismes. Soutien conseil qui est très populaire au niveau de la gouvernance, mais aussi au niveau de l'action bénévole. Puis toute activité de reconnaissance, on soutient également les organismes à ce niveau-là. Pourquoi une convention avec nous? Bien, le but, c'était vraiment de bonifier l'offre de services auprès des organismes et d'aider le Centre d'action bénévole dans sa situation financière, donc de nous aider à stabiliser notre situation financière, éventuellement bonifier nos ressources humaines. On est 3 employés à 30 heures semaine, dont 2 permanents et 1 au niveau des projets. Donc, on roule. Un petit peu par petit peu, j'ai de plus en plus d'employés. Fait que ça se passe bien.
Au niveau de l'entente, le premier volet, c'est vraiment le membership aux organismes admis. Donc, tout organisme admis devient membre du Centre d'action bénévole. Le forfait de base qui leur permet d'afficher leur poste bénévole sur notre site Internet, qui permet de participer à des activités gratuites de kiosques et de présentation, des rabais sur les formations, recevoir notre infolette, notre avis de convocation. Donc, ça leur permet d'avoir gratuitement la base de nos services pour un organisme membre. On a aussi le volet de répertoire des organismes communautaires de Sherbrooke, dont on fait la mise à jour annuellement, 2 fois par année. Ça nous aide bien sûr à faire le répertoire et aussi ça nous permet de faire le référencement des citoyens. Et depuis la pandémie, on est rendu avec une boîte vocale de 5 langues. Donc, vous pouvez nous appeler en espagnol si vous désirez, en arabe également, kirundi et il m'en manque un, mon Dieu. Ah oui, anglais, c'est sûr, anglais-français. Dari. Le DARI. Donc, en partenariat avec le service d'aide au niveau canadien, lorsqu'on a des appels sur ces boîtes vocales-là, sauf anglais-français, my English is very good. Non, mais on partage le message avec le service d'aide au niveau canadien et eux prennent en charge la personne pour pouvoir répondre à ses besoins. C'est la nouveauté, là, il y a eu quand même du bon au niveau de la pandémie. Autre troisième volet, c'est la promotion de l'action bénévole, un montant qui nous est donné pour permettre de faire nos activités annuelles de promotion et entre autres de créer des activités pour la semaine de l'action bénévole. Depuis 2 ans, c'est une programmation qui est offerte aux bénévoles, donc les bénévoles qui se procurent un macaron auprès de leur organisme et qui ont droit à des activités gratuites, qui ont droit à des rabais dans les entreprises locales aussi et des cadeaux, des tirages, etc. Donc, quelque chose qui fonctionne bien et qui touche vraiment tous les bénévoles de Sherbrooke. 4e volet, l'accompagnement des organismes, c'est vraiment par les formations, par le soutien conseil, le coaching. Donc, on s'ajuste à chaque année selon les besoins, puis on va créer soit des outils, c'est ce qui a été fait l'année passée, plusieurs outils, là, vu que le présentiel était plus difficile, des documentations adaptées pour les organismes. Exemple, comment remplir un rapport d'impôt fédéral pour un organisme sans but lucratif de bienfaisance. Des heures de plaisir. Vidéo très intéressante en passant. Donc, ça fait partie des 4 volets là, pour notre entente annuelle. Les organismes ont droit à un crédit service de 150 $. Ça leur permet à ce moment-là d'avoir droit à l'appliquer et d'avoir des gratuités au niveau des formations régulières, des formations également sur demande et ils peuvent avoir du soutien conseil gratuit. Le plus populaire depuis dans le fond la pandémie, c'est l'animation d'assemblée générale annuelle. Donc, on a lancé ça au niveau du service. On reprend le présentiel, mais le virtuel est encore en demande au niveau du loisir et du sport, les organismes, là, pour pouvoir offrir nos services. Donc, déjà en partant, dès le début d'année, les organismes ont un crédit service qu'ils peuvent appliquer et de plus en plus, là, les organismes l'utilisent là, pour leurs besoins. C'est un peu notre entente qui s'en vient aussi, peut-être mentionner que depuis 2 ans, vu que les vérifications d'antécédents judiciaires ont un frais maintenant de 10 $ par bénévole, vous permettez, la Ville de Sherbrooke, d'avoir une aide financière auprès des organismes. Ça passe par le Centre d'action bénévole de Sherbrooke. Les organismes peuvent nous faire une réclamation pour le paiement des vérifications des bénévoles. Et puis, c'est au maximum de 4 000 $ par année, pas par organisme. C'est vraiment le montant global pour la réclamation. On est dans notre 2e année à ce moment-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas tant en demande. On pensait vraiment qu'elle allait avoir qu'on allait dépenser complètement l'enveloppe et pas du tout. On arrive à dépenser le tiers présentement. Et pour cette année, on n'a pratiquement pas de demande non plus là, pour le remboursement que certains organismes qui le font en tant que tel. Peut-être une petite nouveauté qui s'en vient 2023, Securicab. Vous connaissez le programme PAIR. C'est un service là, par le service de police de Sherbrooke qui permet là, de faire un appel sécurisé auprès des personnes âgées. La Fédération des centres d'action bénévole de Sherbrooke a reçu du financement du gouvernement pour mettre en place Securicam, qui peut être sensiblement un service similaire et pourrait permettre aux organismes de faire aussi des appels automatisés. Donc, la popote roulante ne peut pas livrer à cause de tempête. Il y aurait un appel qui serait fait à tous leurs bénéficiaires ou à leurs bénévoles pour les aviser. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être possible dans le futur auprès du centre d'action bénévole de Sherbrooke. Notre site Internet qui est populaire. Donc, visite 1500 à 1800 visites par
par année. Et puis, pas par année, mais par mois. Et puis, la page des postes bénévoles, c'est la plus populaire. Donc, on est content. C'est notre mission. Donc, on l'atteint. Et puis, la recherche sur le répertoire des organismes aussi est assez populaire, entre autres. Est-ce que vous avez des questions sur l'entente ou sur nos services en tant que tels? Merci, Madame Levasseur. Oui, Catherine? Pas que tu allais commencer par moi. Ben, j'en ai un petit peu. Les formations, les remboursements pour les antécédents judiciaires, est-ce que c'est publicisé? Parce que il y en a beaucoup qui ont à faire ça, là, tous ceux qui travaillent avec les enfants. Oui, bien, dans le fond, déjà depuis janvier passé, il y a eu 2 envois faits par la Ville de Sherbrooke. Les agents techniciens ont également fait un envoi à leur organisme et nous, le Centre d'action bénévole, on a fait 3 envois. C'est seulement auprès des organismes admis, alors? Seulement que les organismes admis à la Ville de Sherbrooke. Tout à fait. OK. Oui. OK. Madame Belle-Rose. Merci pour votre présence puis votre présentation. La deuxième, je parle de... je me demandais, le CAB, s'il y avait aussi une façon de, tu sais, de faire des formations réciproques. Là. Je vais donner un exemple parce qu'il y a comme des événements où ils ont des, par exemple, si je prends un événement dans mon district, le Festival des traditions du monde, tu sais, ils ont une expérience incroyable de bénévolat, là, donc qui est très, très collé sur le terrain. Fait que je me demandais s'il y a aussi dans les formations quelque chose tu sais, qui tourne, mais qui est très Sherbrooke et peut-être région aussi. Là. Je ne me rappelle pas si vous êtes estrien ou Sherbrooke, mais s'il y a, c'est ça, une espèce de partage de connaissances, d'expériences sur le recrutement, puis comment on gère les bénévoles, comment on fait vivre aussi le bénévolat à Sherbrooke. Bien, on le fait ici pour Sherbrooke. On est en collaboration avec Montréal et Québec qui ont un programme de formation aussi très fort. Et depuis un mois, on a aussi un projet avec notre fédération pour mettre en commun toutes les formations des autres centres d'action bénévole pour pouvoir se partager du contenu, partager bien sûr des expertises pour être à la fine pointe des informations. Est-ce que c'est... Non, je vais plus parler par rapport à nos organismes. Tu sais, sur le terrain ici à Sherbrooke, il y en a qui ont des forces extraordinaires là, en recrutement puis c'est ça, en gestion des bénévoles. Fait que je me demandais si le CAB allait aussi chercher une expertise tu sais, de la part de ceux qui vivent de l'excellence. Là. Oui, bien, on va recommencer en présentiel. Avant la pandémie, on faisait les déjeuners causeries où les organismes venaient partager là, leur bons coups. C'était fort apprécié parce que certains veulent s'inspirer de d'autres pratiques. On a tenté de le faire, exemple, avec Festival Événement Vert l'an passé. Par contre, le nombre d'inscriptions n'était pas assez élevé pour pouvoir avoir ça ait lieu parce que quand même, ils ont une expertise au niveau événementiel. Donc, oui, on devrait reprendre ces rencontres-là entre organismes là, sous peu pour qu'ils puissent partager leur bons coups. Annuellement, on fait quand même une tournée de nos organismes pour pouvoir les connaître, nous autres aussi, puis s'en inspirer. Avec la pénurie de bénévoles, c'est certain que certains organismes disent ben, je ne voudrais pas que tu ébrouilles trop mes trucs non plus, mais l'encadrement puis les outils, c'est toujours un plus des partagés. Et depuis un mois, sur notre page Internet, on a une page outils aussi qu'on va alimenter avec l'accord des organismes pour pouvoir y mettre des politiques, des formulaires, des outils qu'ils ont et qui vont pouvoir être partagés avec les autres organismes. Super. Puis j'ai une dernière question parce qu'on a parlé tout à l'heure de mutualisation de ressources. Puis moi, je trouve que le CAB est un bel exemple de mutualisation. Fait que je me demandais quel apport vous êtes dans cette démarche-là. Est-ce que vous allez participer aux formations? Est-ce que c'est ça, il y a comme tellement quelque chose là qui est déjà comme acquis, je dirais, fait qu'il peut se reproduire et se transmettre dans ce qui va s'en venir pour la suite. S'il y a un lien à faire, en fait, entre les deux initiatives. Là. Bien, fort possible. Puis mutualisation de services, ça peut être aussi, je le vois dans le volet aussi, on peut se partager les ressources humaines bénévoles aussi. Donc, on essaie d'encourager les organismes dans ce sens-là également. Donc, surtout au niveau de l'événementiel ou du ponctuel. Donc, le mois de la jonquille qui est en avril, bien, pourrait faire une relance auprès de ces bénévoles pour venir donner un coup de main. Ces bénévoles-là pourraient venir à l'hiver donner un coup de main à un autre événement, entre autres. Fait que ça fait partie de ça. On le voit souvent au niveau des ressources humaines, la mutualisation de services, mais ça peut être aussi transporté au niveau de l'action bénévole. Quelques petites questions rapides. Est-ce que vous faites encore le salon au Carrefour?
Non, parce que les coûts pour tenir un salon, c'est très élevé et les organismes qui y participaient, c'était les organismes qui avaient, qui avaient les sous pour participer. Donc, on touchait peut-être une vingtaine d'organismes qui se présentaient au Carrefour. On le faisait au Carrefour parce que, on n'avait pas à débourser pour l'espace, mais notre budget en promotion pour vraiment faire venir les gens pour un salon de bénévolat, les retombées étaient trop basses. Donc, on a consulté nos membres, puis les membres ont décidé de dire, on va laisser tomber. Par contre, cette année, quand on a consulté nos membres, l'idée est revenue en force. Donc, majoritairement, ils nous ont demandé de voir comment on pourrait mettre en place un salon du bénévolat. On regarde plus un partenariat peut-être avec la FADOC, le salon de la FADOC qui est très populaire à l'automne. On participe et puis les organismes recrutent quand même vraiment bien. Et puis de voir si on ne pourrait pas faire un partenariat. Parce que faire un salon où que vraiment c'est juste au niveau de l'action bénévole, il faut être très, très, très motivé, tomber dans le bon timing et mettre énormément de sous pour aller chercher des gens qui, à ce moment-là, veulent s'impliquer bénévolement. Donc, c'est un événement qui serait beaucoup trop coûteux pour les organismes. Là, puis, on toucherait encore des organismes qui ont les moyens de payer pour être à un salon. On essaye d'avoir une option peut-être plus inclusive là, pour tous. OK. Parce que pour avoir fait les deux, celle avec la FADOC et celle au Carrefour de l'Estrie, c'est de la clientèle différente, sauf que les gens sont là. Tu sais, le salon de la FADOC, c'est les gens qui vont au salon. Au Carrefour, c'est monsieur, madame, tout le monde qui passe, puis tu sais, c'est comme deux clientèles qui étaient faciles pour les organismes. On se promène au Carrefour, on est là quelques fois là, durant l'année pour devant la pharmacie. Mais l'option serait plus de se jumeler à un autre salon pour pouvoir partager les coûts. Et avec VADOV et la santé, je suis sur le comité, on regarde ça aussi. Exemple, avec la FADOC, ça pourrait être un salon du communautaire aussi. Donc, et quand j'ai besoin de services, aller m'informer auprès des organismes. Et si je veux m'impliquer, pouvoir m'impliquer. Donc, salon du communautaire et du bénévolat serait peut-être, on ciblerait davantage là, notre cible. Puis on aurait peut-être plus de chances de partager les coûts également. Intéressant. Pour vos formations, est-ce que vos formations en présentiel sont toujours aussi... est-ce que le taux de participation est toujours aussi élevé ou si le post-pandémie... On a eu peur lorsqu'on a fait seulement du virtuel. Le taux de participation était très bon. Par contre, là, le présentiel, c'est souvent pour les formations que c'est vraiment de 6 heures ou qu'on ne peut pas diminuer une formation. Il y a des formations qu'on ne peut pas condenser en 3 heures, ça ne fonctionne pas. Donc, le présentiel, c'est vraiment pour les formations d'une journée complète. Et à date, on comble toutes nos places aussi. Mais mes formations de demi-journée en virtuel sont aussi populaires. Donc, ça convient possiblement à 2 clientèles aussi. Puis vos formations de journée complète sur place, c'est dans la semaine? Oui, les formateurs autres que moi, parce que je donne des formations. Lorsque je donne une formation plan de recrutement au CA 101, je peux les donner les fins de semaine, mais les formateurs qu'on arrive à trouver, les fins de semaine ne sont pas dans leur option. On posait la question en lien avec ce qui arrive avec le rendez-vous dans fin de semaine. On se demandait, on se disait, vous êtes beaucoup avec les organismes, beaucoup avec les bénévoles. Donc, est-ce que c'est similaire chez vous ou c'est vraiment parce que les formations, même de soir, ne sont pas populaires non plus. Donc, souvent, CA 101, on va le mettre de soir en disant, les administrateurs qui travaillent de jour vont avoir besoin de la formation de soir. Si j'ai 5 inscriptions, 6 inscriptions, quand normalement, j'en avais une vingtaine et plus. Depuis 2019, on voit une baisse. Même avant la pandémie, on voit une baisse à ce niveau-là, au niveau des plages horaires de soir puis de fin de semaine. OK, c'est bon. Petite curiosité, est-ce que les Jeux du Québec vous ont déjà approché? Non, je n'ai pas eu de nouvelles pour le moment. Parfait. Je vais vous en parler. Je suis dans le comité du recrutement, mais je viens d'arriver. Fait que je ne sais pas. C'est juste parce que je me demandais si vous aviez déjà. Parce que c'est énormément de bénévoles, évidemment. Oui, tout à fait. Puis le recrutement peut se faire d'avance également et non pas plus à la dernière minute. Monsieur Larougerie, vous aviez des questions? Oui, mais j'en avais une parce que vous en avez posé une, puis c'était parfait. Au niveau du filtrage, Catherine, est-ce que pour les bénévoles, est-ce qu'on sent la raison qui expliquerait pourquoi les gens vont moins au programme? Est-ce qu'on comprend aussi que c'est parce que les bénévoles ou les organismes ont à compléter un formulaire, donc il y a une demande administrative? Est-ce que moi j'avais compris ça ou senti ça, là, que c'était peut-être ça le frein? Est-ce que c'est possible? Le frein, c'est que dans le fond, ils doivent nous fournir leurs preuves de paiement. Je pense que ça en est un frein, mais en même temps, si je n'ai pas de preuve de paiement comme quoi qu'ils ont fait des vérifications et qu'ils ont payé pour les vérifications, c'est un peu embêtant de les rembourser. Donc, je pense que ça peut être un frein. Certains organismes qui recrutent beaucoup de bénévoles
ont quand même eu des subventions pendant la COVID et ils ont des surplus budgétaires aussi. Donc, on est arrivé à un moment où certains organismes m'ont dit, mais Catherine, moi, en ayant un surplus, je n'irai pas chercher plus de sous. Donc, c'est ça. Et souvent, les organismes c'est moi qui ça va, oui, qui avant, on faisait un recrutement davantage de masse. On faisait un événement, un salon, et on avait 10 personnes et on faisait 10 envois pour la vérification d'un temps judiciaire. Là, maintenant, ça se fait souvent plus au compte-gouttes et c'est peut-être plus ardu au niveau administrativement de dire, bon, je vais cumuler mes factures et tout ça. Bon, puis là, je le fais. Fait que c'est ce que j'entends, mais on n'a pas envoyé de sondage officiel aux organismes pour savoir pourquoi ils ne font pas de demande de réclamation. On avait peur un moment donné d'arriver puis de devoir refuser des réclamations. Ce n'est pas du tout le cas et cette année, ça va être présentement, c'est plus bas que l'année passée. Avant de passer le micro à ma collègue Mme Lépine, en lien avec le filtrage, est-ce que ça peut avoir un lien aussi, parce qu'on filtre les bénévoles quand ils sont en contact avec la population vulnérable, Oui. mais étant donné que les activités des organismes se sont un peu adaptées, est-ce que ça se pourrait que ce besoin-là soit moins là, mettons? C'est possible. Puis aussi, il faut dire que le service de police de Sherbrooke m'a mentionné qu'il y avait aussi un peu de ménage de fait. Parce que pour faire une vérification d'antécédents judiciaires, la VAJ, il faut vraiment que la personne soit en contact avec le jeune. Donc, un club sportif, un club de soccer, si je suis sur le terrain, devant plein de parents, j'ai pas besoin, ils vont refuser de faire une VAJ pour ce bénévole-là. Mais s'il y a un tournoi, ils prennent l'autobus et les parents ne sont pas là, qui sont dans un aréna, quoi que ce soit, ou qu'il va y avoir des périodes, des bâtiments fermés, ils vont faire une VAJ. Donc, il y a aussi au niveau de les organismes ont eu de l'information aussi, on leur a donné de l'information sur quand est-ce faire une VAJ puis quand est-ce que vous ne la faites pas. Parce que c'est une étape dans toutes les étapes de filtrage. Demain, moi, je fais ma VAJ aujourd'hui, demain matin, et puis bonne. Dans le sens que je ne sais pas, moi, si demain ou après-demain, il m'arrive quelque chose, puis ma VAJ de 3 semaines est bonne ou est pas bonne. Fait que oui, c'est une étape, mais ce n'est pas la seule. Et les organismes, plusieurs, se sont tournés vers les autres étapes, d'autres façons de sécuriser le tout. Exactement. Madame Lépine, après M. Vanesse. Toujours en lien avec la mobilisation, la participation, est-ce que j'ai bien compris que le budget de formation cette année, vous dites, écoutez, il nous en reste du budget dans les coffres, on arrive vers la fin de l'année. Est-ce que c'est marginal, c'est singulier cette année que vous retrouvez avec un budget non affecté à cette période-ci de l'année ou dans les années passées, c'est la même chose? Bon, au niveau du programme de formation, on affecte tout le budget pour le programme de formation pour s'assurer que le montant soit le plus faible pour les inscriptions en tant que tel. Puis pour nous, le programme de formation, c'est notre activité lucrative pour nos salaires et les employés. Donc, on veut faire du profit, pas avec l'argent qu'on reçoit de la Ville, parce que l'argent que vous me donnez dans ma convention, c'est vraiment pour soutenir l'employé qui fait l'encadrement, les inscriptions et la gestion administrative. Donc, en diminuant cet aspect-là, nous, on diminue le nombre, les frais d'inscription pour les organismes en tant que tels. Est-ce que je réponds bien à ta question? Oui. Oui, mais en même temps, je voulais vérifier en même temps que mes collègues, tant qu'à la mobilisation, est-ce que vous êtes sollicité par les organismes là, pour le programme de formation sur la gouvernance, par exemple? Parce qu'avec le phénomène qu'on connaît en ce moment, on tente de leur faire connaître l'importance d'aller chercher la formation nécessaire et puis ça semble faut se prendre autrement qu'une formation officielle. Hein? Donc, ce qui est très populaire, c'est les organismes qui m'appellent et qui me disent, Catherine, viens former mon CA. Mais une formation de groupe où j'accueille plusieurs organismes, c'est de moins en moins populaire. C'est pour ça qu'on crée des outils. Mais j'ai de plus en plus d'appels ponctuels d'organismes qui m'appellent. Fait que là, je fais plus de coaching individuel. Mais oui, la formation régulière, là, vraiment, où qu'on donne en grand groupe, conseil d'administration, c'est depuis 2019, je vois une baisse d'inscription. Il va vraiment plus avec des outils, des capsules vidéo, du individuel, du directement dans l'organisme. Ça, par contre, je pourrais prendre encore le double de contrats. Il faut penser qu'en étant 3 employés, c'est moi qui donne les accompagnements. Alors, c'est un peu restreint, mais il y a beaucoup de possibilités, même au niveau du recrutement de bénévoles. On voudrait développer davantage, aider les organismes à se faire des plans de recrutement annuels, de planifier leur recrutement et non pas d'arriver aux dernières minutes et en urgence à ce moment-là de recrutement, de le faire vraiment en amont. Ce serait notre souhait. Merci, Mme Lépine. Monsieur Vanesse. Un complément d'information sur l'étape de filtrage. On avait une crainte en sport, en fait, là, que la pandémie, justement, par la baisse des activités, il y aurait eu
plusieurs coachs qui n'auraient pas été filtrés, puis il y aurait comme eu un goulot d'étranglement. Donc, on a levé un peu ce drapeau-là lorsque c'est arrivé, là, le paiement au niveau du service de police. Mais entre-temps, on a aussi appris que les fédérations se sont modernisées durant la pandémie. Puis, il y a quand même un processus de filtrage en ligne qui a été mis en place là, à grandeur de la province, qui a pour avantage aussi que c'est l'entraîneur qui détient son certificat, si on veut, puis il est en mesure de le fournir à différents employeurs, alors que dans le processus de filtrage traditionnel, ben, c'est l'employeur qui détient ce certificat-là, puis que ça devient de la donnée privée qu'on ne peut pas transmettre. Donc, il y a cette nouveauté-là un peu là, qui est existante depuis environ 2017-2018 dans le milieu des fédérations sportives, qui semble prendre beaucoup de place, même si c'est une solution qui est plus chère que ce que nous offrons là, à la Ville de Sherbrooke. Parce que la première année, justement, le service des sports avait prévu là, qu'il y aurait énormément de demandes au niveau des organismes, mais on n'a eu aucune demande d'organisme parce que, probablement, que, justement, il y avait eu d'autres choses qui s'étaient faites là, par les fédérations. Parfait, merci. Est-ce que c'est une vieille main, Madame Lépine, ou c'est une nouvelle main? C'est une vieille main. Parfait. Ben merci, Catherine, de ta visite. Merci. Donc, on travaille continue notre travail. Sauf au moment de la pandémie où que j'ai eu des organismes qui me disaient j'ai trop de bénévoles parce qu'il y avait comme une dizaine d'organismes ouverts à Sherbrooke. Mais maintenant, malheureusement, je n'entends plus ce discours d'organisme qui me dit Catherine, arrête de m'envoyer des gens, j'ai trop de gens. Donc, on va poursuivre la promotion pour s'assurer que les gens peuvent s'impliquer. Bon travail. Merci. Merci à vous. Donc, pour nous, on est rendu au point divers. Donc, Madame Belle-Rose, vous nous aviez demandé de rajouter les communications dans les commissions. Merci, Madame la Présidente. En fait, c'est aussi un point que je veux apporter dans la commission dont je préside. Je trouvais ça important aujourd'hui de vous partager ici en commission ma préoccupation, Madame la Présidente, pour le message que vous portez publiquement en lien aux commissions qui, selon vous, manquent d'efficacité, de transparence. Pour moi, c'est un grand privilège d'être présidente d'une commission. Il y en a juste 6 commissions politiques. Et puis, donc, il y a seulement 6 présidentes. Et être présidente, c'est une opportunité de bonifier la gouvernance de l'intérieur, une opportunité pour apporter des propositions, pour améliorer l'expérience vécue, pour aussi gagner en efficacité et en transparence. Les critiques qui sont transmises publiquement, mais je pense qu'ils font mal, mais à l'ensemble des commissions. Ça contribue à, non pas au bon fonctionnement, puis ça peut affecter aussi les équipes, les services. J'aimerais ça. En fait, je pense que les commissions, c'est plus qu'une joute politique. C'est un espace collaboratif entre les élus, les fonctionnaires. C'est un espace aussi pour faire avancer Sherbrooke, pour développer une vision plus globale de développement, pour partager nos aspirations aussi qu'on a pour notre ville. D'ailleurs, je remarque ici la capacité à instaurer un climat jovial, un climat de travail où on s'écoute, où il y a un beau dialogue. Alors, j'ai confiance qu'on va travailler dans les semaines à venir, justement, dans l'écoute, dans la communication, à améliorer l'expérience, puis améliorer le fonctionnement de nos commissions pour qu'on soit efficace, puis qu'on s'entende sur le fait que on est porteur, en fait, du bon fonctionnement de nos commissions. C'est le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Merci, Joanie. Catherine? As-tu un mot à dire? Non, ben, je voulais juste savoir ça même mot. Dans le fond, tu sais, puis je vais répondre, puis je vais répondre sur le fly parce que je ne savais pas qu'est-ce que tu voulais dire, mais tu sais, dans le fond, j'essaie ici de laisser le plus possible la chance d'échanger, puis d'apporter des points, puis notre point de vue et tout, parce que je trouve que ça manque dans certaines commissions. OK? Puis quand que je dis que c'est peu ou pas efficace, c'est souvent sur les délais, les cheminements, comment ça fonctionne. On sait très bien que, pour me l'avoir fait dire, je vais dicter quelque chose que mon collègue à côté a dit, M. Jean-Yves, mais si je ne l'ai pas dit dans les bons mots, vous pourrez le redire, mais les dossiers qui sont traités ici, c'est des dossiers de longue haleine parce que tout ce qu'il faut qu'il soit traité plus rapidement passe plus à la commission, ça va directement au comité exécutif parce que c'est plus long. Tu
comprenez-vous? Fait que c'est pas nécessairement quand on parle ici tout que le travail n'est pas intéressant, c'est que dans le cheminement des dossiers, parfois c'est plus long. Il y a des recommandations qui ont été faites depuis longtemps puis qui n'ont pas encore été passées, tu sais, fait que c'est long. Moi, j'ai du plaisir. Une chance que vous êtes une bonne gang. J'ai beaucoup de plaisir ici, là. Fait que je ne mets pas en cause des compétences ni de l'équipe, ni de l'atmosphère qui est ici. C'est vraiment dans le traitement puis le cheminement des dossiers. Puis moi, je veux que les gens puissent échanger puis bonifier. Puis c'est pour ça que je demande souvent, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des mots à dire? Parce que je trouve que sinon, on est trop fermé puis c'est trop... je n'ai pas le mot exact, là, mais en tout cas, tu sais, je trouve qu'il n'y a pas cette ouverture-là, sinon, si on ne prend pas la peine de valider toujours. Là. Fait que, mais sinon, est-ce que M. Jean-Yves, vous aviez d'autres points dans le divers? Ou non, parce que je n'avais pas noté rien, mais entre-temps? Non, pas de notre côté. Parfait. Ben, c'est ce qui met fin alors à la rencontre de la commission. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et une bonne Halloween parce que nous, on va se revoir qu'après l'Halloween. Au revoir.